Très bien, et donc bienvenue à cette cinquième séance du séminaire du Centre des politiques de la Terre, consacré au levier de la transformation socio-écologique. Et plus particulièrement aujourd'hui, notre thématique sera autour des enjeux d'habitabilité, sobriété et décroissance. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Éric Pinault et Antoine Gaudin, que nous remercions chaleureusement pour leur participation. Ce séminaire a été organisé par Germana Berlantini et Jessica Porras du Centre des politiques de la Terre. Et je suis moi-même Isabelle Hillenkamp, socio-économiste et membre moi aussi du Centre des politiques de la Terre. Alors, avec cette séance sur les enjeux, sur les éclairages économiques, je crois qu'on va plonger aujourd'hui dans la fabrique de l'inhabitabilité, hein, de ce qui fait que notre planète de multiples manières, à la fois au plan matériel, au plan des rapports sociaux et de production, des relations marchandes et monétaires, et au plan idéologique, est entraînée dans des processus qui entament chaque jour plus largement l'habitabilité. Donc c'est de ce constat qu'il faut partir, mais en même temps, bien sûr, en interrogeant les possibilités de faire un pas de côté, de s'éloigner de cette tendance dominante et d'appuyer sur des leviers de transformation. Donc pour cela, aujourd'hui, Éric Pinault est avec nous. Il est professeur au département de sociologie et à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM, l'Université de Québec à Montréal. Et il est également co-directeur scientifique du pôle sur la ville résiliente à l'UQAM. Les recherches d'Éric ont porté sur l'économie politique et écologique de l'extraction, en particulier le cas des hydrocarbures au Canada. Et au plan théorique, il s'intéresse à l'économie politique du métabolisme social. Il a notamment publié l'ouvrage A Social Ecology of Capital en 2023, qui présente donc ses résultats théoriques. Éric Pinault travaille actuellement sur l'analyse du capital fixe comme un verrou socio-métabolique dans une perspective d'écologie sociale critique. Et par ailleurs, il intervient comme chercheur dans les débats publics au Québec au sujet de la transition énergétique et en proposant une approche basée sur la notion de descente métabolique et sur la perspective de la décroissance. Notre second intervenant que je présente tout de suite est donc Antoine Gaudin. Antoine Gaudin est économiste, il est modélisateur à l'Agence française de développement où il travaille autour des thématiques de climat et d'énergie. Ses domaines d'expertise concernent la modélisation macroéconomique, notamment un outil qui s'appelle GEM, qui intègre les risques économiques et financiers liés au scénario de dérèglement climatique et à la raréfaction des ressources. Il s'intéresse également donc, à la thématique de l'économie du climat, de l'emploi, des finances et des changements structurels et technologiques. Ces domaines de compétences concernent l'Afrique, notamment l'Afrique du Sud, on le verra, la Colombie, ainsi que le Maroc et l'Amérique latine. Sans plus tarder, je vais passer la parole d'abord à Éric et ensuite à Antoine pour un exposé d'une vingtaine de minutes chacun. Puis, je reprendrai la parole brièvement pour poser quelques questions, quelques commentaires. Et enfin, nous aurons environ 45 minutes à peu près de débat ouvert avec la salle. Voilà, merci beaucoup. Et donc, Éric, la parole est à vous. Merci beaucoup de l'invitation. Je vais faire une présentation de type classique sans appui visuel puisque je ne vais pas vraiment partager de données ou de schémas complexes. Je vais plutôt y aller d'une analyse narrative. On m'a demandé de faire deux choses et je vais tenter en 20 minutes de le réaliser. Premièrement, de dépeindre un peu un portrait d'où en est la décroissance comme programme de recherche autant que comme perspective de transformation sociale et en même temps de présenter quelques éléments autour du métabolisme social, donc l'approche du métabolisme social qui est la mienne. Alors, je vais tenter de faire cela. Je dois dire que c'est pour moi un peu ironique de présenter la décroissance à un public français, puisque c'est à l'origine une théorie et une politique qui vient de l'Hexagone, alors que ça fait un peu drôle pour un Québécois de présenter ça, mais bon, je vais quand même tenter de le faire d'une manière qui est pertinente. Alors, je vais commencer par ce premier point, un peu retracer la trajectoire du concept de décroissance, je dirais d'une boutade à un programme de recherche.
avec S à recherche. Alors, à l'origine, on le sait, la décroissance, c'est plutôt une boutade dans les années 70 qui a été lancée dans le cadre d'une réunion d'économistes en pleine crise à la fois de stagflation et crise énergétique, en disant peut-être que finalement ce qu'on a besoin, c'est pas tant de relancer la croissance qu'un peu de décroissance. On attribue cette boutade, je crois, à André Gorz. C'est devenu, sur le plan politique, ce qu'on a appelé, ce que Serge Latouche a appelé un mot missile, c'est-à-dire que c'est un mot qui visait à déstabiliser le débat économique, à décoloniser l'imaginaire, disait Latouche, pour sortir la discussion économique de l'a priori que la croissance était désirable et nécessaire. C'est en lien, cette première émergence du concept, avec un contexte important qui est la réception critique et même la réfutation de la part d'une grande partie de la communauté d'économistes du rapport du Club de Rome et une réponse en fait à ce rapport du Club de Rome sur les limites à la croissance. Trois réponses interreliées. On peut avoir du découplage, donc on peut avoir de la croissance sans impact. On a des possibilités de substitution infinies, et donc on peut remplacer la nature ou les services que nous donne la nature par de la technologie. Et finalement, on a un potentiel d'innovation technologique indéfini, et donc on peut présupposer que dans un futur proche ou lointain, ce qui aujourd'hui nous apparaît comme impossible va apparaître comme possible. Et je dirais le clou, ça a été cette fameuse phrase de Robert Solow. The world can get along without natural resources. Ce qui était la conclusion d'un de ses articles où il critiquait l'approche du Club de Rome. Sur le plan économique, la décroissance a été associée dans le monde francophone aux travaux de Nikolai Georges-Korogan, économiste biophysique. Et d'ailleurs, ça l'a placé au cœur de la réflexion décroissante, cette approche biophysique de l'économie, ainsi que la question de l'entropie comme limite physique absolue. Et je pense que ça a été un moment important dans la construction de la décroissance, non plus seulement comme boutade, mais comme programme ou agenda de recherche. C'est un agenda de recherche qui a été développé surtout en économie écologique, et là je saute maintenant 20 ans et j'arrive dans les années 2000 à Barcelone. À Barcelone, on a une école de la décroissance en économie écologique qui se constitue autour des travaux de l'équipe de Joan Martinez-Alière, où on tente d'allier écologie politique et justice environnementale avec une économie écologique de type biophysique. Je pense aux travaux de Yorgos Kallis. Je vais juste nommer des noms, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais peut-être nommer quelques éléments théoriques qui découlent de cette approche, mais pour le moment, je m'en tiens juste à nommer des lieux, des noms. On a aux États-Unis, autour de Herman Daly, une réflexion sur c'est quoi une économie stationnaire, sur la macroéconomie d'une économie stationnaire, sans prise de position, je dirais, forte sur est-ce que cette économie serait capitaliste ou pas, contrairement à Barcelone, où là, clairement, on associe la décroissance comme programme économique avec une sortie du capitalisme et une justice environnementale internationale forte. Finalement, on a à Vienne une école d'écologie sociale qui émerge, qui moi m'a beaucoup impacté, et on va y revenir, qui s'intéresse à l'économie biophysique à travers une comptabilisation et une analyse des flux biophysiques, et qui pose la décroissance en termes de matérialité. Finalement, pour revenir dans la francophonie, en ce moment en France, on a Vincent Liégué, on a Timothée Paric, qui sont chefs de file, là, vraiment des personnes extrêmement importantes dans les débats autour de la décroissance en économie. Et ici, au Québec, on a Yves-Marie Abraham qui produit aussi et fait de la recherche dans ce domaine. Dans tous les cas, on voit que on voit une évolution vers une critique de l'économie politique élargie, souvent articulée à des postures féministes, décoloniales, anticapitalistes, avec un rapport problématique à l'État et à l'intervention de l'État. On n'a pas consensus dans cette communauté sur, par exemple, la planification écologique. Est-ce que c'est quelque chose qui devrait être fait ou est-ce qu'on devrait plutôt miser sur d'autres outils de coordination? On peut dire que, et ça c'est une expression de Herman Daly, ce que la décroissance comme recherche en économie politique amène, c'est une troisième critique de l'économie politique. Une première critique
faite par les classiques portait sur l'allocation optimale des ressources sociales. On a ça chez Marx, on a ça chez Smith, on a ça chez Ricardo. La deuxième grande critique en économie politique porte sur la distribution juste du produit social. Herman Daly dit l'économie écologique et la décroissance apportent une troisième critique qui porte sur l'échelle de la reproduction de l'économie. Quelle devrait être l'échelle de reproduction, scale est l'expression en anglais, appropriée, celle qui est juste et qui est soutenable. Et donc, c'est comme une complétion, finalement, du programme de l'économie politique. La dynamique contemporaine a vu un élargissement du champ lexical autour de la décroissance. On a vu apparaître des mots proches. Premièrement, on a vu le mot post-croissance apparaître. C'est important de comprendre le chemin par lequel ce mot-là est apparu. Il est passé par l'allemand. En allemand, on ne peut pas dire décroissance, ça ne se construit pas grammaticalement. Et donc, on a adopté l'expression post-vaxtum. Et quand on a traduit post-vaxtum en anglais, on a eu post-growth et on a tenté de substantifier finalement quelque chose qui n'était qu'un chemin de transition. Et aujourd'hui, on fait un grand cas là, de la différence fondamentale entre post-croissance et décroissance, qu'en fait, ça a été juste un chemin de traduction. Alors bon, maintenant, ça fait l'objet d'une substantification. On a d'autres mots proches, mais qui aussi sont en quelque sorte une édulcoration du programme de décroissance, sobriété, qui est souvent utilisé dans une perspective plus individualiste, plus morale. Suffisance en anglais et en allemand, suffisance, qui renvoie là encore souvent une posture qui en appelle au comportement individuel, quoique, et descente, que moi-même j'utilise, qui, je dois l'admettre très explicitement, descente énergétique est utilisée parce que décroissance avec certains alliés ne passe tout simplement pas. Surtout dans le monde syndical, tu ne peux pas utiliser l'expression décroissance et donc dans certains partenariats, descente a été préférée. Le problème fondamental de la décroissance, c'est que c'est un concept purement négatif, c'est-à-dire c'est ce qu'on veut pas, on ne sait pas ce qu'on veut. Alors ça ouvre quand même un champ de recherche intéressant sur qu'est-ce qu'on voudrait si on ne veut pas de la croissance. Je veux maintenant passer à quelque chose de plus, je dirais, un peu plus de substance. Quelle est la critique de la croissance que propose la décroissance? Comment cette critique a évolué? Je prétends pas ici résumer tout ce qui se fait, mais je vais peut-être m'en tenir à quelque chose de général, mais je pense d'important. Pour la décroissance, la croissance économique a trois sens interreliés, interdépendants, qu'il faut saisir et chacune fait l'objet d'une critique. Premièrement, la croissance économique est une réalité macroéconomique fétichisée. C'est une grandeur, donc, et on peut faire la critique de à la fois la mesure de cette grandeur et des processus qui sont derrière ce fétiche, qui sont finalement les mécanismes d'expansion d'une économie monétaire de production de type capitaliste. Et donc, en fait, derrière la réalité macroéconomique, on a un principe d'accumulation qui en est le moteur. Et là, on a toute une production de la part de chercheurs en économie écologique qui critiquent cet aspect de la croissance. On a aussi une réalité biophysique. Encore là, on est devant une grandeur. C'est l'échelle du métabolisme social, sur lequel je vais revenir tantôt. L'ensemble de la matière et de l'énergie mobilisée dans une économie pour se reproduire. Et finalement, troisième dimension, troisième science de la croissance économique, on a une idéologie ou même un idéologème, c'est-à-dire un ensemble de valeurs qui donnent sens à l'histoire, qui donnent sens à une société, à sa trajectoire, qui est un idéologème rattaché à un certain progressisme, et en même temps, qui est une structure politique importante qui permet la convergence d'acteurs qui souvent auraient des intérêts économiques opposés. Je pense ici au concept de coalition de croissance développé par Schneeberg dans les années 80, qui voit donc une convergence possible de type néocorporatiste entre capital, travail et l'État. Ces trois sens de la croissance sont à analyser de manière interreliée, de manière auto-renforçante. En même temps, on doit aussi s'intéresser à chacun de ces sens de manière autonome en essayant d'interroger ses fondements épistémiques. Et il y a toute une recherche qui s'intéresse à ces trois sens.
Sur le plan conceptuel, la croissance, du point de vue de la décroissance, de l'économie politique de la décroissance, a une double nature. C'est à la fois un résultat et c'est une cause. C'est important de pouvoir se promener entre ces deux niveaux et de ne pas les confondre. En termes de résultat du processus économique, la croissance apparaît, comme je l'ai dit tantôt, comme une expansion matérielle, comme des transformations spatiales et écologiques importantes, comme des innovations socio-technologiques. Ça peut apparaître comme une monétarisation, marchandisation croissante de la société ou une concentration ou répartition du pouvoir économique dans la société, tout dépendant comment la croissance se déploie. Alors là, on est dans la croissance comme résultat. La croissance, en même temps, c'est une cause. Et là, on parle dans la littérature normalement d'impératifs de croissance. Ces impératifs-là font apparaître le processus économique comme un processus d'accumulation. On peut les décliner à 4 niveaux. Il y a de très bonne littérature assez solide sur les 4 niveaux de cet impératif de croissance. Sur le plan microéconomique, c'est un impératif qui renvoie aux stratégies d'accumulation et de contrôle des grandes firmes dans une économie capitaliste. Chaque firme a intérêt à croître pour augmenter son emprise sur les marchés, sur les autres acteurs de l'économie. On a un impératif, et ça c'est très bien démontré par les approches post-keynésiennes de la firme, beaucoup plus d'ailleurs que les approches marxiennes. Un impératif mésoéconomique, la croissance va avec une division organisée du travail, un allongement des circuits économiques, la formation de structures oligopolistiques qui permettent le contrôle des marchés au niveau de secteurs. C'est un impératif macroéconomique. La croissance a un rôle critique dans la demande agrégée. Elle découle du lien entre investissement et profit, où ce sont les profits qui sont la base pour l'investissement futur, qui crée une impulsion, un impetus à la croissance. Finalement, c'est un impératif sociétal. La croissance est nécessaire comme dispositif de stabilisation socio-économique et, diront certains sociologues comme Hartmut Rosa, stabilisation culturelle des sociétés modernes aussi. Alors, une fois que ça, qu'on prend acte de ces différentes dimensions, quelle est la critique qu'on peut faire à la croissance? La décroissance réarticule certaines critiques des années 70 ou même des années 1920-1930, des critiques préexistantes du capitalisme, des critiques d'ordre culturel, anthropologique, une critique des rapports d'exploitation, une critique des dérives technologiques, technoscientifiques ou bureaucratiques à la Illich. Par ailleurs, il y a des critiques originales formulées par la décroissance dans les 20 dernières années. On pense aux travaux, par exemple, de Parikh ou de d'autres, de Kallis. Ces critiques originales tournent autour de la notion de limite objective, des possibilités d'autolimitation de l'économie et des institutions économiques porteuses ou pas d'autolimitation et des fondements biophysiques des économies. Alors, si on pense aux travaux de Parikh, par exemple, on pense à toute son attaque sur le mythe du découplage. On a les travaux de Hornberg, très provocateurs, qui présentent la croissance comme un jeu à somme nulle, à travers son analyse du fétichisme de la machine et de l'échange écologique inégal. Et finalement, on a les travaux, moi j'en ai fait, mais les travaux qu'on peut retrouver chez Kallis ou des chercheurs de Vienne sur l'engrenage de production et d'accumulation capitaliste comme impératif de croissance, en tirant des enseignements de Schneeberg. Il y a des tensions à l'intérieur de la recherche décroissante en économie politique, en économie écologique. Je vais en nommer 2. Il y a une tension autour de la conception de l'État, et ça se voit dans le débat sur la planification écologique. Pour certains, c'est une nécessité, c'est un désidératum. Pour d'autres, c'est se garantir le retour vers une forme de totalitarisme bureaucratique. Deuxième tension autour des théories effondristes. Pour certains, l'effondrisme est quelque chose qu'on doit épouser, c'est une fatalité. Pour d'autres, au contraire, c'est une grande distraction qui permet d'éloigner finalement des alliés potentiels. Il me reste quoi, à peu près 5 minutes? Isabelle, juste pour être sûr. Bien 7 minutes, Céric. Parfait. Alors maintenant, je vais m'éloigner de la décroissance. Maintenant, j'ai fait un petit portrait rapide, là, et je vais parler un peu de métabolisme social. Le métabolisme social contribue à l'économie écologique qui critique la croissance en développant une théorie biophysique de l'économie. Le métabolisme social, c'est à la fois une description biophysique de l'économie et c'est à la fois une analyse aussi de cette économie, de ses déterminants du point de vue biophysique et écologique.
quelques concepts de base que je veux partager dans les minutes que j'ai. Le métabolisme social, la définition minimale que nous avons, c'est l'idée qu'il y a une frontière société-nature et que de part et d'autre de cette frontière, il y a des échanges de matière et d'énergie. Cet échange de matière et d'énergie, on la comprend en métabolisme social contemporain, et là je suis vraiment dans l'approche de Vienne, mais l'approche de Barcelone aussi, comme un flux linéaire massif, hein, des flux massiques de matière ou d'énergie. L'expression qu'on utilise en anglais, c'est throughput, et cette frontière entre nature et société, on la comprend à travers deux relations économiques particulières, des relations d'extraction et des relations de dissipation, sur lesquelles je reviens dans quelques minutes. Ce flux de matière donne lieu à une accumulation de stocks ou d'artefacts à l'intérieur de la société, et on s'intéresse à l'interaction flux-stock, c'est-à-dire que un certain stock implique qu'une société se commette métaboliquement à certains flux. Si vous développez, comme on le fait en ce moment, des terminaux capables de recevoir du gaz naturel liquéfié pour remplir les réseaux de distribution de gaz en Europe, eh bien, vous vous commettez à extraire, transformer du gaz naturel en liquide. Donc, il y a une espèce d'interaction entre flux et stock là, qui nous intéresse beaucoup en analyse métabolique. On a une description de la trajectoire métabolique des sociétés actuelles. On est capable de mesurer ces flux de masse. Il y a un principe de croissance qu'on constate. En 1970, on évalue le flux de masse à 27 gigatonnes pour la planète. En 2018, on est à 95 gigatonnes. En 2023, on estime à 104 gigatonnes. Donc, on voit que la croissance, elle est exponentielle. Deuxième constat, on voit que cette matière ne fait pas que traverser la société. En fait, à mesure qu'on avance dans le temps, on constate qu'une part de plus en plus importante de la matière sert à l'accumulation de stock plutôt qu'à la dissipation rapide de matière. Et donc, on a ce biais dans nos sociétés, qu'on est des sociétés du prêt à jeter, que l'ensemble de la matière se dirige vers le dépotoir, mais de fait, de plus en plus de matière est accumulée au sein des sociétés sous la forme de béton et de gravier et de sable. En fait, on est des sociétés qui accumulent en bâtissant de plus en plus d'infrastructures et de structures dans le domaine bâti. L'outil qu'on utilise pour comprendre les relations métaboliques, c'est l'outil du nexus. C'est un triangle qui met ensemble des pratiques sociales à un extrême, des flux de matière à l'autre extrême et l'accumulation de stock matériel dans le dernier coin. Et on parle d'une intermédiation nécessaire entre ces trois relations. Moi, en ce moment, je m'intéresse à comment le capital fixe détermine ce nexus. C'est un mode d'être des stocks qui détermine les flux et qui ont un impact sur les pratiques sociales, qui introduit beaucoup d'inertie socio-métabolique à l'intérieur de la société. Dans les 2-3 minutes qui me restent, je veux terminer sur comment cette approche métabolique transforme l'économie politique. L'économie politique, traditionnellement, s'est constituée à travers une analyse de l'économie basée sur deux relations, deux grandes sphères, la sphère de la production et la sphère de la consommation. D'un point de vue métabolique, on introduit deux nouvelles sphères extrêmement déterminantes qui sont des sphères frontières. On a l'extraction qui précède la production et on a la dissipation qui succède à la consommation. On a donc quatre grandes relations économiques: extraction, production, consommation et dissipation sociale. Le tout dans une structure qu'on appelle le flux métabolique. On insiste dans nos analyses sur l'autonomie relative des quatre moments, dans le sens que chacun est noué autour d'un complexe de relations et de forces propres, forces et relations qui sont irréductibles aux fonctionnalités des autres. On ne peut pas déduire ce qui va arriver dans la sphère de l'extraction par les besoins de la production. On ne peut pas non plus déduire ce qui va se passer dans la sphère de la dissipation sociale par les besoins de la consommation. Il y a une autonomie relative. Extraction et dissipation sont des relations frontières société-nature, mais là c'est important pour la recherche socio-métabolique. Cette nature n'est pas une nature authentique qui préexiste à la relation. La frontière extractive ne va pas chercher dans la nature contenant un contenu qui serait toujours là, de manière préexistante, comme des valeurs d'usage naturalisées. Au contraire, la relation extractive
constitue la frontière et constitue donc une nature d'une manière particulière pour la société. Même chose du côté du pôle de dissipation. Le pôle de dissipation sociale constitue des puits qui font exister la nature d'une certaine manière déterminée. Et extraction et dissipation sont, comme production et consommation, structurées selon une logique du nexus, c'est-à-dire qu'il y a un complexe de pratiques, de flux et de stock. C'est un lieu d'accumulation de capital fixe, et ce capital fixe exerce, et je le vois au Canada travaillant sur l'industrie des sables bitumineux ou l'industrie du gaz naturel, je le vois très bien comment le capital fixe détermine et façonne cette frontière extractive et pousse en quelque sorte dans le métabolisme une matérialité qui autrement ne serait pas là. Je conclus avec une dernière idée. Le métabolisme social travaille avec la notion de régime métabolique. Il y a une typologie des régimes métaboliques ce qui caractérise le capitalisme, c'est qu'il est né dans un régime agraire limité par des cycles écologiques, mais qu'il a cru dans un régime fossile où ces limites écologiques ont été transformées, ont été subsumées par des nouvelles limites qui sont géologiques et qui sont radicalement, qui ont des échelles temporelles radicalement différentes. Le problème d'une économie capitaliste agraire, c'est de produire un surplus, d'extraire un surplus des relations agroécologiques. Le problème d'un capitalisme fossile, c'est d'absorber le surplus préexistant qui a été accumulé dans la nature sous la forme d'énergie fossile. Son enjeu, c'est efficacement d'absorber. C'est pour ça que ce régime métabolique est hanté par l'entropie et par la thermodynamique. Son idéologie, c'est la thermodynamique. Et la conclusion à laquelle on arrive quand on a ce point de vue sur ce régime, c'est qu'il va tenter de reconduire dans un monde post-fossile ces mêmes relations à la nature, ces mêmes relations écologiques. Il va être à la recherche de sources d'énergie préexistantes avec les mêmes propriétés. Ça nous permet de comprendre l'engouement actuel pour l'hydrogène et d'autres ersatz des énergies fossiles, comme les biocarburants. Je m'arrête là. Je pense qu'on a fait le tour. Je pourrais en dire beaucoup plus, mais ça viendra dans la discussion. Je voulais respecter le temps. Merci beaucoup. J'espère avoir été clair. Merci infiniment, Éric. Le détour par le Québec a été extrêmement éclairant. Je pense qu'on aura beaucoup de questions dans le débat. Peut-être je vais juste préciser pour les personnes dans le public qui ne sont pas économistes que quand vous parlez de capital fixe, je pense que vous vous référez aux machines, aux bâtiments, aux brevets, à l'ensemble voilà, à la fois d'éléments tangibles et intangibles qui effectivement constituent l'inertie de ce nexus dont vous parlez. Enfin, vous le préciserez sans doute mieux que moi, mais peut-être juste en première approximation. Alors, je vous propose, comme on l'a prévu, de passer la parole à Antoine Gaudin avant d'ouvrir ensuite un moment de débat croisé. La parole est à vous, Antoine, pour une vingtaine de minutes également. Parfait, merci beaucoup. Et je veux juste préciser que vous voyez bien, enfin vérifier que vous voyez bien mon écran avant que je me lance. On le voit bien. Parfait, merci. Donc merci beaucoup de me donner cette opportunité de présenter dans le cadre de ce séminaire. Et puis, je suis vraiment ravi de passer après Eric. Ça m'a facilité la vie à bien des égards. Et avant de commencer, je veux juste rappeler, donc voilà, vous le voyez, je suis un chercheur blanc hétérosexuel qui va parler du Sud. Et donc c'est important de se rendre compte que ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le résultat de coproduction et vraiment de coproduction avec les partenaires dans les différents pays dans lesquels l'AFD a des opérations, que la raison pour laquelle je présente aujourd'hui, c'est principalement une question de langue. La plupart de mes co-auteurs sont de langue hispanophone ou anglophone, et aussi parce que j'ai une vision transversale et pilotant différents projets, et donc en étant en coproduction de différents projets. Mais je suis bien conscient de l'exercice que je fais, et donc n'hésitez pas à me critiquer. Ce sera vraiment reçu avec bienveillance là-dessus. Et puis aussi un point important, pourquoi est-ce que l'AFD, qui est une institution publique de développement, banque de développement
développement, donc avec un aspect financier important, investit ces sujets, c'est aussi parce que je pense que c'est important que dans le concert des nations et dans les dynamiques de pouvoir et de relations internationales, c'est important que l'AFD puisse aussi porter des approches en écologie économique, et donc vraiment très aligné avec une série des éléments que Eric a rappelé avant. Et donc c'est vrai que c'est un choix positif de ma part. C'est pas le seul boulot que j'ai trouvé. C'est vraiment un choix de porter au sein de l'AFD, au travers des projets qu'on peut porter de recherche ou d'opération, de porter une approche dans les limites. Et donc voilà, donc c'est vrai que c'est un choix de positionnement et après il est critiquable comme je le disais, mais je voulais juste le préciser avant de rentrer là-dedans. Vous allez voir aussi que ce que je présentais, c'est beaucoup plus quantitatif que ce que Eric a pu introduire. L'objectif est vraiment de mettre en exergue les tensions qu'on peut avoir entre différents types de soutenabilité économique, sociale, écologique, et de vraiment de représenter les aspects biophysiques des dynamiques de croissance, mais pas que. Et donc, on a vraiment voulu, l'exercice, vous allez voir, est vraiment de mettre en exergue ça et de voir comment, en tant qu'économiste, on arrive à créer un langage commun avec d'autres sciences. Alors, on pourrait discuter est-ce que l'économie est une science, mais en tout cas, de créer ce lien explicite et de favoriser un dialogue transdisciplinaire de manière à ce qu'on puisse réellement avoir la soutenabilité qu'on voudrait avoir et que ce soit pas juste un catalyseur, enfin un neutralisateur de conflit, quoi, de mettre un oui, mais on parle du développement durable, donc c'est bon, on ne doit plus traiter des questions de durabilité parce qu'on a le développement durable. Là, l'objectif, c'est vraiment de rendre explicite tout ça. Et donc, forcément, il y a de la quantification. Donc, on a décidé de développer une approche en soutenabilité forte, hein. Donc, c'est un concept qui émerge justement suite au rapport des limites de croissance de Meadows et du Club de Rome. Et donc, je vous présenterai ça en 2 minutes. Et puis après, je vous montrerai comment est-ce qu'on a voulu intégrer la soutenabilité forte dans les différents dialogues de politique publique dans les pays dans lesquels on est en opération. Donc, pourquoi est-ce que l'AFD se part du sujet? Eh bien, c'est parce que, en fait, on se rend compte que, ben, il est important de lier les questions de soutenabilité écologique, sociale et économique, que ça se retrouve systématiquement dans les différents COP climatiques, COP biodiversité. On parle de transition énergétique juste, on parle de synergie, de compromis entre les différents EDD. Les rapports du GIEC réinsistent régulièrement sur les inégalités. Ça fait 50 ans qu'on en parle. Les limites de la croissance, c'est 72. Le développement durable, c'est à plus de 35 ans. Et malgré tout, tous ces concepts, au final, ne tiennent pas leurs promesses et sont souvent, ce que je disais, des opérateurs de neutralisation des conflits. Donc, on crée un concept pour plus devoir le traiter. Et donc, suite à quoi, on a vraiment décidé de se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen, justement, d'avoir des principes directeurs qui vont nous permettre de tenter de garantir qu'on atteint les objectifs et qu'on met en exergue la distance à la soutenabilité plutôt que de présupposer qu'elle émerge par des processus économiques. Et donc, il y a plusieurs niveaux de soutenabilité forte. Donc, la soutenabilité forte, pardon, excusez-moi, la soutenabilité faible ou forte émerge dans ce débat économique en rapport à Meadows et son manque de réalisme. Je ne vais pas revenir là-dessus. Eric a bien expliqué les critiques qui émergeaient et une réponse de l'économie écologique en disant il faut en fait, il y a une criticalité du capital naturel qui fait qu'on ne peut pas le remplacer. Fondamentalement, c'est ça, c'est de dire on ne peut pas remplacer le capital naturel par du capital social ou du capital économique. Et à partir du moment où on accepte cette prémisse-là, de dire mais on ne peut pas le remplacer, qu'est-ce qu'il en sort? Et après, on peut évidemment avoir différents niveaux de soutenabilité forte, hein. On peut être aucun remplacement ou bien un remplacement dans certaines conditions. Alors, juste pour 2 minutes, hein, le rapport Meadows, c'est quand même le seul modèle qui, en 30 ans, ne se plante pas. Je mets au défi n'importe quel économiste de faire des projections de long terme et d'avoir une telle, alors pas précision, mais en tout cas un tel niveau de confiance sur 30 ans, c'est aucun modèle économique ne peut le faire. Alors les critiques pourraient dire, c'est parce qu'il y a peu d'économies que on arrive à pas se tromper sur 30 ans. On pourrait en discuter effectivement. Je pense qu'il y a toute une série de développements économiques, purement économiques, financiers, de financiarisation qui n'ont pas été anticipés par Meadows. Il n'empêche que le fondement biophysique du rapport Meadows et des tendances que Meadows a pu capturer permettent d'avoir une vision de long terme que aucun modèle économique, purement économique, ne peut avoir. Et ça, c'est quand même important. Et je trouve que en tant qu'économiste, c'est une énorme critique qu'on peut recevoir quoi, en disant, mais écoutez, il faut être meilleur que ça. On ne peut pas continuer à avoir des modèles qui se plantent systématiquement. Et quand vous regardez, c'est assez rigolo à voir, hein, vous pouvez aller voir l'évolution des prévisions des rapports du FMI, de la Banque mondiale ou d'une série d'économistes dans tous les pays, systématiquement, ils se
plante. Et notamment en période de crise où il y a toujours une hypothèse de récupérer la dynamique précédente qui se réalise pas parce qu'il y a des dépendances entières, parce qu'il y a une série de trucs. Donc, comment est-ce que nous on fonctionne? Je vais devoir aller vite parce que je parle beaucoup, excusez-moi. Comment est-ce qu'on fonctionne? On part du principe de soutenabilité forte et donc de dire que a priori, on ne peut pas substituer entre capital naturel, social et productif. Il est possible parfois de l'accepter, pour autant qu'on puisse prouver que c'est possible. Et donc, ça change la logique d'interaction entre les sphères économiques, sociales et environnementales, puisqu'on n'a plus ce qu'on voit dans le graphique de gauche, où il y a une interaction entre les différentes sphères, et on a plutôt une sphère qui est inclue, une sphère économique qui est inclue dans le système social, qui elle-même est inclue dans la sphère environnementale. Et donc, comme on est inclus dedans, on n'est plus en interaction. On est enfin, embedded en anglais, donc on est vraiment dedans et on ne peut pas sortir la sphère économique de sa réalité sociale et de sa réalité environnementale. Et c'est vraiment ce que Eric a dit au niveau du métabolisme social. Donc je ne fais que paraphraser ce qui a déjà été dit maintenant. Comment est-ce que ça fonctionne au niveau de l'AFD? Eh bien, on a trois principes dans nos travaux de recherche. Un, j'en ai déjà parlé beaucoup, la non-substitution entre facteurs de production. Deux, à partir du moment où on accepte cette non-substitution, il en découle forcément une multidimensionnalité. Multidimensionnalité donc transdisciplinaire, multidimensionnalité géographique, multidimensionnalité temporelle. Et donc, l'objectif dans les études, c'est de toujours mettre en exergue comment ces différentes dimensions sont en synergie ou en tension. Est-ce qu'il y a une tension entre un objectif de soutenabilité sociale et de soutenabilité environnementale? Est-ce qu'il y a des synergies entre ces différents types de dynamiques? Et l'objectif de la science est vraiment de le faire émerger, de montrer les tensions et les synergies qu'ils peuvent avoir et qui vont ensuite permettre, et c'est le troisième principe de soutenabilité forte qu'on a voulu développer, de la construction sociale, de dire il n'est pas suffisant de dire c'est quoi le bon état d'un point de vue scientifique, il faut construire au travers de processus de gouvernance participatif, et notamment par l'approche par les communs, d'une destination et de trajectoire qui permettent d'atteindre la destination. Et donc le rôle de la science à ce moment-là, il est vraiment d'éclairer. Il est plus normatif, il est descriptif, et il permet ensuite d'être inclus dans un processus sociétal plus large que purement, et notamment en économie, on est très normatif en général. Donc il y a vraiment ce travail-là, et donc vous allez voir dans les programmes de recherche, et je terminerai avec ça, il y a vraiment cette volonté de se dire, est-ce qu'on peut proposer un autre rôle pour les modèles, et notamment des modèles économiques qui sont souvent normatifs, et de se dire, est-ce qu'on ne peut pas justement faire un pas de côté et montrer que les modèles peuvent avoir un autre rôle que ce rôle normatif et très prescriptif de politique. Alors, très rapidement, je ne vais pas rentrer dans le détail, est-ce qu'il y a un découplage? Je vous invite évidemment à aller voir les travaux de Timothée Paric, hein. Ce qu'on observe ici, donc là, en jaune, vous avez la croissance du PIB réel. Donc, c'est le PIB déflaté, donc qui tient compte des effets d'inflation. Et en bleu et en rouge, on a les émissions de CO2, soit par une approche production, soit par une approche consommation. Pourquoi est-ce qu'on fait la différence? Parce que dans les pays du Nord, on produit peu au final et on importe beaucoup de produits qui sont carbonés. Et donc, l'empreinte consommation est plus importante que l'empreinte production. Tout est déflaté, donc c'est-à-dire qu'on a, pardon, un indice, donc en 2005, on met tout à 1, et puis on regarde l'évolution du PIB et l'évolution de l'empreinte CO2 ou des productions des émissions de CO2 dans le pays. Et si jamais il y a une dynamique où il y en a un qui croît, donc le PIB qui croît et les autres qui décroissent, on a un découplage absolu. Et si on a une dynamique où il y en a un qui croît plus vite, donc le PIB croît plus vite que les émissions, on a un découplage relatif. Ce qu'on observe, c'est que la France, les Royaumes-Unis, les États-Unis sont dans un découplage absolu, donc avec une réduction des émissions de CO2 et une hausse du PIB réel à partir de 2005, très certainement. L'Allemagne, c'est un peu moins vrai, mais on est quand même plutôt vers des découplages absolus. Quand on regarde dans les pays du Sud, c'est nettement moins vrai. On observe que la Turquie, c'est uniquement à la fin où on a un découplage relatif. Le Maroc, c'est un découplage relatif. Le Vietnam, pas de découplage. La Chine, on a un découplage relatif en fin d'année. Ce qui est important, c'est qu'il y a un découplage, ce qui ne veut pas dire qu'on est sur la bonne dynamique en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, le découplage n'est pas suffisant pour garantir la stabilité climatique qu'on voudrait atteindre. Et puis surtout, on l'a fait pendant une période de temps. La question, c'est est-ce qu'on peut le prolonger? Et notamment, quand on enlève les centrales à charbon au Royaume-Uni, c'est très facile de découpler. Quand on arrive au dur et qu'on arrive à des limites biophysiques, et c'est là où je vais parler d'exergie, eh bien, on arrive à des problèmes de découplage. Alors ici, là, c'est quoi l'exergie? C'est le ratio entre l'énergie utile et l'énergie primaire. Et ce ratio, en fait, on va voir, il est lié au ce qu'on appelle le cycle de Carnot. Donc, c'est une limite physique de transformation de l'énergie primaire en énergie utile.
L'énergie utile, c'est quoi? C'est du déplacement, c'est de la chaleur, c'est un tout petit peu de froid, de lumière et de son. D'accord? Et donc là, on voit qu'on a 55 hexajoules, c'est en 2005, hein, 55 hexajoules d'énergie utile. Pour avoir cette énergie utile, eh bien, on va utiliser différents types de processus de transformation d'énergie primaire, du pétrole, de la biomasse, du gaz, du charbon, du nucléaire. Et au travers de moteurs, au travers de turbines, au travers d'une série de processus physiques, on va transformer ces sources primaires en énergie utile. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a énormément de pertes. Des pertes en termes de combustion, parce qu'on a des pertes de chaleur, parce qu'on a en termes de transfert de chaleur, ou en termes de friction, etc., etc. Et toutes ces énergies-là, mais un exemple typique, c'est quand on prend une voiture, l'objectif pour nous, c'est de se déplacer, mais on crée de la chaleur en même temps. Eh bien, toutes ces pertes amènent à un ratio entre l'énergie utile et l'énergie primaire. Et quand on regarde l'évolution de ces ratios en Chine, aux États-Unis, au Royaume-Uni, eh bien, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un plateau qui émerge. Il y a un moment où on arrive à une limite technologique qui peut être plus ou moins élevé. Le plateau va être un niveau plus ou moins élevé aux États-Unis, au Royaume-Uni, qui dépend en fait d'accès aux énergies primaires. Mais fondamentalement, il y a une limite physique parce qu'on ne peut pas faire des... Il y a des limites physiques au processus, des limites d'ingénieur, hein. Il y a un moment où on ne peut pas transformer plus, mieux l'énergie. Et la Chine, par exemple, n'a pas encore atteint ce plateau, en tout cas pas en 2010. Et donc là, il y a vraiment cette limite physique à la capacité de transformer l'énergie. On peut faire la même chose au niveau de l'énergie return on investment, donc c'est combien d'énergie il faut pour extraire de l'énergie. On se rend compte qu'il y a des pics. On a un pic au niveau du pétrole, on a un pic au niveau du gaz, on a un pic au niveau des énergies fossiles. On l'a pas au niveau du charbon, mais c'est pas une bonne nouvelle pour nous parce que le charbon, on peut plus l'utiliser. Donc en fait, il y a une série de limites d'ingénieurs qui expliquent pourquoi est-ce que c'est compliqué de remplacer, de découpler les émissions de gaz à effet de serre, les empreintes de biodiversité et la production économique. À partir du moment où on accepte ça, eh bien, on va essayer de rendre explicite les interactions biophysiques, économie et sociétales. Et donc là, c'est un premier travail que je vous présenterai. J'ai aucune vision du temps, donc n'hésitez pas à m'arrêter quand il faut, quand j'ai utilisé tout mon temps. Là, on va vous montrer comment est-ce que... Pardon? 13 minutes. Il vous reste à peu près 7 minutes, mais vous pouvez 7 prendre un petit minutes. peu plus si besoin. Ouais, je vais essayer d'être rapide. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Comment est-ce que on peut lier le lien de risque lié à la nature, donc s'il y a un effondrement de la biodiversité, ou si on veut transformer le système productif pour réduire nos empreintes biodiversité en Afrique du Sud. Et là, vous allez voir, on a fait un lien géographique qui est extrêmement important. Comment est-ce qu'on fonctionne? Fondamentalement, on va avoir des bases de données qui vont caractériser l'état de la biodiversité au niveau municipal. Et là, je vous montre les bases de données qu'on a utilisées. Ensuite, on a une connexion entre la biodiversité et l'activité économique au travers soit de dépendance aux services écosystémiques, soit au travers des pressions exercées par les activités économiques. Donc, les pressions, ça va être typiquement, je vais émettre de l'azote, je vais émettre des CO2, je vais générer des pollutions. Et les dépendances, c'est de dire, eh bien, pour l'agriculture, il faut de la pollinisation, pour les mines, il faut de l'accès à de l'eau, il faut toute une série de services écosystémiques qui permettent la production d'activités économiques. Et de nouveau, là, on peut voir quel type d'activité économique se génère dans quelle municipalité. Et ensuite, le troisième point au niveau socio-économique, eh bien, c'est de rendre compte qu'une activité économique, elle a plusieurs, on va dire, co-bénéfices, plusieurs conséquences socio-économiques en termes de génération d'emplois, en termes de génération d'exportations qui sont importantes pour les pays dans le Sud, en termes de recettes fiscales pour l'État, en termes de production de biens de consommation. Et donc, on va caractériser, une fois qu'on sait comment une activité économique dépend de l'économie, de la biodiversité, comment celle-ci génère des résultats socio-économiques. Et à partir de là, ensuite, on peut regarder s'il y a une disruption d'une activité économique parce qu'il n'y a plus de services écosystémiques, eh bien, quelles sont les conséquences socio-économiques actuelles qui pourraient en découler. Et c'est là ce qu'on a pu faire en Afrique du Sud. Donc, on peut combiner les risques de pénurie d'eau dans les municipalités. Donc, plus c'est rouge, plus il y a un risque de pénurie d'eau. Moins c'est rouge, forcément, moins il y en a. Avec le type d'activité économique dans chacune des municipalités, et plus une cellule est rouge, plus on a de la production dans la municipalité qui est dépendante de l'accès à l'eau. Évidemment, notre objectif, c'est de combiner les deux et de dire, est-ce qu'on a des municipalités qui ont beaucoup d'eau, qui ont besoin de beaucoup d'eau, qui sont dans des situations de stress hydrique. Et dans ces cas-là, on a une vulnérabilité économique qui en découle. Et à ce moment-là, quand on combine les deux et qu'on fait ces analyses-là, on montre qu'il y a 80% des exportations, 40% des biens de consommation qui dépendent fortement dans l'eau et qui potentiellement pourraient être disruptés parce qu'il n'y a pas de production de services écosystémiques liés à l'eau. Et ça nous permet, l'approche géolocalisée nous permet d'avoir une approche assez fine et qui est extrêmement intéressante. Mais on peut aller plus loin.
parce qu'on peut ensuite regarder à quel point ces municipalités ont une population qui est dépendante des services écosystémiques directement pour leur bien pour leur bien-être direct. Et donc, il faut savoir qu'en Afrique du Sud, il y a une série de faillites de marché, c'est-à-dire que l'accès à l'eau, l'accès au chauffage, l'accès à l'énergie, elle est pas favorisée par le marché, elle se fait directement en allant récolter de la biomasse, en étant dépendante de l'eau. Et donc, on regarde à quel point la population dans ces municipalités est dépendante des services écosystémiques pour leurs besoins primaires. Et on regarde et on croise ça avec des indicateurs socio-économiques d'inégalité. Et donc, est-ce que les municipalités ont des indices de pauvreté multidimensionnelle importants? Et on se rend compte que les municipalités qui sont très dépendantes des services écosystémiques sont celles qui ont le plus de pauvreté multidimensionnelle et sont celles qui ont en plus une faible intégrité des services des écosystèmes. Et que donc les populations les plus fragiles d'un point de vue socio-économique sont aussi les plus fragiles d'un point de vue biodiversité en termes de risque de faillite de la biodiversité. Donc là, vous voyez, on a vraiment mis en exergue à quel point la nature joue un rôle prépondérant dans une certaine forme de stabilité sociale. Je vais très vite passer sur la Colombie, juste pour vous indiquer qu'il y a des questions de la croissance dans les pays du Sud, elle est aussi garante d'un accès à la finance. Et donc, une des raisons pour laquelle il y a cet impératif de croissance dont Rick a parlé un petit peu, il y a aussi le fait que pour les pays du Sud, une garantie macro-financière, elle est tributaire d'une existence de croissance. J'en veux pour exemple quand le président Petro a été élu en Colombie, qui était le premier président de gauche, très très vite les marchés financiers ont eu peur. On a vu des reflux de flux financiers internationaux qui sont sortis de la Colombie et ça s'est arrêté le jour où Petro a nommé son ministre des Finances qui était un ancien de la Banque mondiale et de la Banque interaméricaine de développement. Et à ce moment-là, il y avait les marchés financiers ont cru, ont décidé que c'était garant et que ça allait ramener de la croissance économique et que donc on pouvait remettre des flux financiers internationaux. Et ces conséquences-là, elles sont importantes. Et donc, par exemple, pour le cas de la Colombie, c'est très important parce que leur balance commerciale et leurs flux financiers internationaux dépendent des exportations de charbon et de pétrole. Et dans un monde net zéro, eh bien, ces exportations de pétrole et de charbon risquent de disparaître. Et quelles sont les conséquences socio-économiques d'une perte d'exportation? Et là, c'est 50% de la balance commerciale, hein. Donc, c'est 50% des exportations, c'est du charbon et du pétrole. Donc, si 50% des exportations colombiennes disparaissent, eh bien, qu'est-ce qu'il en découle? Il en découle une instabilité macroéconomique et financière très importante et une perte de revenus par tête en dollars très important. Et pourquoi c'est important? Parce que la Colombie, elle importe énormément de biens primaires tels que l'accès à la santé, tels que les voitures, tels que l'informatique. Bon, on peut discuter si c'est primaire ou pas. Mais toujours est-il que ce bien-être colombien dépend des importations. Or, si la Colombie n'exporte plus de charbon et de pétrole, elle ne peut plus acheter de biens d'importation qui sont nécessaires à la santé, par exemple. Et donc, ça veut dire un appauvrissement très conséquent en termes pour la Colombie. Il faut aussi savoir que les recettes fiscales dépendent de 12% des exportations de charbon et de pétrole et que donc il y a des tensions fiscales et donc des questions de règles budgétaires qui vont émerger, de peu d'investissement public et donc de nouveau pas d'investissement dans la santé, dans l'éducation. Je vais terminer parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps et donc toutes mes excuses pour ça. Une façon différente de faire de la modélisation quantitative, c'est de faire du jeu stratégique. Et là, on a développé, sur le cas de l'exemple colombien que je vous ai montré, un jeu stratégique qui permettait de faire de la simulation qualitative. Pourquoi? Parce qu'il est important de se rendre compte que la décision économique, la décision politique, elle se base d'un modèle, elle se construit autour d'un modèle mental que le politicien peut avoir en tête et d'un narratif qui va donner une décision. Le problème, c'est qu'en fait, il y a différents modèles mentaux. On peut avoir le même narratif, mais comme il y a différents modèles mentaux, la décision finale va être très différente. Et donc, face à une question identique qui est de dire comment est-ce qu'on fait pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, à partir du moment où on a différents modèles mentaux, on peut avoir décisions politiques différentes. Et donc, l'objectif, c'est de travailler sur le modèle mental et de, au travers du jeu sérieux, déconstruire une série de modèles mentaux qui sont peut-être pas adaptés à la réalité. Et là, on est vraiment sur du qualitatif. On n'est plus en train de dire c'est 2,4 ou autre chose. En faisant le jeu sérieux, on va travailler sur la représentation du modèle mental. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on a construit un jeu qualitatif
de la Colombie et on demande aux différents acteurs de jouer le rôle de l'État, de jouer le rôle des entreprises, de jouer le rôle des ménages et de regarder comment, en jouant ces différents rôles, ils changent leur perspective sur les enjeux colombiens. Et on a eu des retours extrêmement intéressants à ce niveau-là, où on montre vraiment que l'État, un ministère des Finances, ne se rendait pas compte des contraintes que pouvait avoir Écopétrol ou de pouvait avoir un ménage. Et donc, en changeant de perspective, eh bien, on apporte une autre perspective, on apporte une autre vision de ce qu'il faut faire en termes de politique publique pour rester dans les limites. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, les modèles, vous voyez, peuvent être transformateurs. Ils permettent de mettre en exergue ces tensions entre les différents objectifs, mais ça demande une collaboration transdisciplinaire qui n'est pas évidente au niveau académique, par exemple. C'est pas favorisé, donc ça c'est un point important. Ça montre aussi l'importance de créer un langage commun qui montre aux économistes et aux experts financiers comment le monde biophysique sous-tend leur réalité économique et financière, et interagit avec la société, l'économie et la finance. Et donc, on a vraiment ce besoin de double matérialité, quoi, de se rendre compte que la finance est dépendante de l'environnement, mais aussi a un impact sur l'environnement, qu'il faut parler d'occasion ou d'opportunité et de vulnérabilité, et de passer et arrêter de faire des politiques optimistes ou optimisées, et plutôt de faire des politiques robustes, donc qui garantissent l'atteinte d'un objectif. Et puis voilà, et puis les différents modèles permettent de différents types de dialogues. Je m'arrête là, excusez-moi si j'étais un tout petit peu long, et puis merci encore. Merci beaucoup Eric et je vous rassure, vous n'avez pas été long du tout. Je pense qu'on a beaucoup appris et qu'il y aura sans doute aussi, beaucoup de questions dans la salle. Peut-être pour donner une petite respiration en pensant qu'il y a aussi beaucoup de personnes non économistes. Je peux peut-être dire pour commencer que vos 2 approches, elles ont en commun de questionner, la place relative de l'économie et de l'environnement, hein. On sort complètement, du paradigme mainstream selon lequel, l'économie se situerait en extériorité, pardon, et aussi au-dessus, de l'environnement et au contraire, vos 2 approches, ont en commun, de réencastrer, l'économie, dans l'environnement et dans la société, hein. Ce sont les 3 cercles, qui ont été, montrés par Antoine, et c'est ça qui vous amène, à mobiliser, des approches qui réintroduisent, notamment, pas uniquement, mais notamment, la matérialité, des processus économiques à travers le paradigme du métabolisme social chez Eric, à travers ces notions de stock, de flux, ces 4 moments de l'extraction, de la production, de la consommation et de la dispersion. Et puis, dans le cas, d'Antoine, à travers notamment l'exemple, du paradigme des risques liés à la nature, en Afrique du Sud et puis, à travers l'analyse des impacts des secteurs comme ceux du charbon ou des hydrocarbures en Colombie sur l'économie, y compris financière. Donc on voit bien que c'est un autre regard que vous portez sur l'économie. J'ai envie de dire que peut-être que vos interventions, elles ont surtout mis l'accent sur la transformation de ce regard, de ce paradigme économique qui est évidemment absolument la première étape indispensable pour envisager de comprendre les processus de transformation de la réalité. C'est-à-dire qu'avec le paradigme, heu, mainstream, on va dire, hein, pour le dire vite en économie, en fait, on se pose même pas la question de cette relation entre économie et environnement puisqu'en fait, l'environnement est considéré comme étant extérieur à l'économie. Donc ce que vous avez fait, chacun à votre manière, c'est de nous donner d'autres regards qui nous permettent de poser ces questions-là. Donc ce que j'aurais envie de vous poser comme question centrale, hein, voilà, pour prolonger, ce que vous venez de présenter, c'est est-ce que, ces paradigmes que vous venez de présenter, vous pouvez les dérouler, sur des exemples, on a toujours envie d'exemples concrets quand on est public, alors on sait que c'est pas toujours facile, mais en tout cas sur, des éléments d'illustration, pour Éric de cette descente métabolique. Où est-ce qu'on la retrouve? Peut-être à quelles échelles? Dans quels conflits, hein? Vous avez beaucoup parlé des dissensions autour du rôle de l'État, autour aussi de la question d'un certain effondrisme. On vous a entendu aussi mentionner, des discussions, pas simples avec les syndicats qui sont encore pris dans des coalitions de croissance.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur, voilà, sur la manière dont ces processus de descente métabolique peuvent se mettre en place ou se sont déjà mis en place? Et pour Antoine, on vous a entendu aussi, parler, voilà, de processus d'abord multidimensionnels pour atteindre cette soutenabilité forte. Vous avez évoqué, la construction sociale nécessaire, la gouvernance, et puis aussi les communs. Là aussi, est-ce que soit un des exemples que vous avez cités sur la Colombie, sur l'Afrique du Sud ou un autre éventuellement pourrait nous permettre de, voilà, d'illustrer, comment cette soutenabilité forte se met en place? Je vous redonne la parole, je ne sais pas dans quel ordre, si d'abord oui, peut-être d'abord Éric et ensuite Antoine et puis après on pourra aussi interagir entre vous. Mmh. C'est bon, mais je vais formuler une réponse pour atterrir un peu justement plus concrètement. Ben la trajectoire ou la manière dont le débat se fait ici au Canada est assez intéressante pour illustrer quelques éléments de ce que j'ai présenté. Premièrement, un grand contraste. Le Québec fait partie, avec le Costa Rica et quelques autres juridictions, des juridictions BOGA, Beyond Oil and Gas. En fait, le Québec siège sur je pense qu'il est le représentant du Québec dirige ou co-dirige cette alliance de pays. Parce qu'au Québec, on a passé une loi qui interdit l'extraction d'hydrocarbures sur son territoire. On a fait ça il y a 3 ans. C'est donc illégal dorénavant et tous les droits d'extraction et d'exploration ont été annulés. C'est-à-dire que les porteurs, ceux qui avaient encore les droits d'extraire ou de produire ou même d'explorer, faire des forages exploratoires pour par exemple du gaz naturel, gaz de schiste, c'est interdit, c'est fini, il n'y en a plus. Au Canada, au contraire, on continue à soutenir une expansion de la production de gaz naturel par fracturation hydraulique dans l'Ouest et on continue aussi à soutenir, je dirais pas la croissance, quoique ça va changer peut-être avec les prochaines élections, mais du moins la continuation de l'extraction de sable bitumineux. Et on est face à une contrainte au Canada anglais qui est une contrainte d'exportation, c'est-à-dire qu'on extrait beaucoup plus d'hydrocarbures qu'on peut consommer à l'interne. Et donc, on a tout un débat économique autour des manières par lesquelles on peut faire sortir la ressource du pays. Traditionnellement, la ressource se dirige vers le sud, vers les États-Unis, mais pour des raisons stratégiques, les extracteurs de sable bitumineux et de gaz naturel aimeraient avoir des options d'exportation vers l'Europe et vers le Pacifique, vers l'Asie, pour réduire leur dépendance sur les Américains. Et ça donne lieu à des conflits extrêmement importants entre ces territoires du centre et les côtes où on a besoin de faire arriver un pipeline. Alors, on a eu des gros conflits au Québec où on a dû se mobiliser pour bloquer 3 projets majeurs de pipeline, 2 pipelines pétroliers et un gazoduc pour une usine de liquéfaction de gaz naturel. Et ces mobilisations environnementales ont eu pour effet de rebrasser la coalition de croissance, en fait, au Québec. On était surpris de constater dans la deuxième bataille, donc le deuxième pipeline qui s'appelait Énergie Est, que le mouvement syndical s'est rangé derrière le mouvement environnemental contre le projet. Et donc là, on a eu une opportunité pour faire avancer le débat sur la transition écologique, transition énergétique au Québec, en posant la question de la descente. C'est dans ce contexte-là. C'est suite au blocage de 3 projets importants où on a dit, bon, mais si on est prêt à bloquer les infrastructures nouvelles d'exportation d'hydrocarbures, comment envisager pas négativement, en bloquant, mais positivement la transition. Donc, comment qu'on peut transformer un mouvement contre la blocadie, comme on dit, comme va dire Noami Klein, comment transformer la blocadie en force sociale pour une transformation, une transition positive. Et dans ce contexte-là, a émergé des alliances, des coalitions. Et ce qui est un fait marquant de cette coalition, c'est que la feuille de route de transition qui a sous-tendu la construction de cette coalition, elle part d'un principe de descente. C'est-à-dire qu'elle dit 50% de l'énergie du Québec provient de sources fossiles. Sommes-nous capables, d'ici 2050, d'opérer une transition où on utilise 50% de l'énergie qu'on utilise actuellement?
Et ça a été le pari de ce mouvement de transition de, de proposer dans le débat public cette manière d'envisager la transition en se disant, plutôt que de remplacer chaque joule, on le sait qu'en remplaçant chaque joule d'hydrocarbures par une joule d'énergie renouvelable, on a un gain immédiat parce qu'on a un gain thermodynamique, là, ce que Antoine nous a bien présenté. On sait qu'on a un gain immense, mais par-delà ce gain, on a quand même un remplacement à faire. Donc, le débat au Québec, un peu comme en France d'ailleurs, est intéressant. C'est un débat qui oppose dans la transition des approches de joule pour joule, des approches même expansives, où on aurait augmenté la quantité d'énergie qu'on produit, versus des approches qui proposent une réduction de l'usage d'énergie par une transformation des structures économiques et sociales. Donc ça, c'est très concrètement là, une manière dont le débat se déploie. C'est un débat qui est à la fois un débat qui se fait au niveau des politiques publiques, des politiques énergétiques, mais c'est un débat qui se fait aussi au niveau même des politiques municipales, d'occupation du territoire, de la manière dont on envisage, par exemple, la densification des milieux, de la manière dont on envisage l'offre de transport collectif versus le transport par automobile. Donc c'est quelque chose qui implique beaucoup, et ça, c'est nouveau, je dirais, en tout cas, c'est nouveau pour les mouvements sociaux, qui implique un travail de scénarisation, de modélisation, de construction de narratifs, et c'est vraiment une nouvelle manière d'envisager la transformation sociale que de cette curieuse alliance entre la modélisation très raffinée de scénarios de transformation des systèmes énergétiques et des exercices citoyens de idéation, de construction de narratifs, de mobilisation d'imaginaire de nouveaux modes de vie. Et ça, c'est quelque chose, ben, je sais qu'en France, c'est quelque chose qui est très important dans le mouvement environnementaliste, mais c'est quelque chose aussi qu'on fait au Québec, qui est une manière, je pense, d'incarner cette notion de descente. Je pense que... Ben non, dernière illustration, puis après ça j'arrête. La concrétude de l'approche métabolique se fait aussi au niveau des choix. On sait que les choix d'investissement qu'on va faire, une usine de batterie, une mine de lithium, un parc d'éolien, un code du bâtiment qui prévoit certains matériaux ou certains systèmes de chauffage, tout ces décisions d'investissement sont porteurs de verrous socio-métaboliques, c'est-à-dire porteurs de flux, de pratiques et de stocks à renouveler. Et c'est là que se fait le débat sur la planification. En fait, le débat sur la planification porte... On va pas planifier démocratiquement la couleur des brosses à dents, puis la quantité de brosses à dents qu'on va produire. Mais les grandes décisions d'investissement, il y a toute une partie du mouvement qui considère qu'elles devraient faire l'objet d'une planification démocratique, qu'elles devraient être socialisées, parce qu'elles sont porteurs de verrous à long terme. Alors, comment le faire? À quelle échelle? Après ça, c'est le débat. Est-ce que c'est une échelle locale, régionale, nationale, internationale? Est-ce que c'est du multiniveau? Comment organiser les démocraties multiniveaux? Ça, c'est les questions. Sachant qu'on a au Québec, et comme en France d'ailleurs, mais je pense beaucoup plus au Québec que chez vous, un capital financier socialisé extrêmement important. C'est-à-dire que nous, notre capital financier, il est par défaut socialisé entre les mains de la Caisse des dépôts et placements, qui est un gestionnaire de fonds publics, qui contrôle, qui est un immense fonds souverain. Donc, on a accès à du capital socialisé qu'on peut mobiliser. Alors, comment, donc, à partir de ce moment-là, faire ça? Bon, ça serait tout un autre domaine de discussion. Mais voilà, j'essaie de faire atterrir un peu, là. Oui, bah, je vais pas dire mieux, donc je vais m'arrêter là. Non, c'est pour rire. Je mais et donc c'est vraiment en contre enfin, c'est vraiment, dans la suite de ce qu'Éric a dit, hein, donc tout le processus de construction des stratégies nationales bas carbone, qui sont en train de donc c'est l'objectif de la COP, à Belém, l'année prochaine, enfin cette année-ci, c'est, la mise à jour des NDC, donc non, CDN en français, contributions, déterminées au niveau national, donc qui est l'ambition des réductions
d'émissions de gaz à effet de serre que chaque pays veut se donner, qui est un travail interne et qui se base en général, espérons-le, sur une stratégie nationale bas carbone. Et le processus de ces créations de stratégie nationale bas carbone, en France et au Maroc, je pourrais parler un petit peu des deux. J'ai pas participé à la stratégie nationale bas carbone française, mais j'ai eu pas mal de restitutions par rapport à ça. Et puis à celle marocaine, où là j'ai participé de manière active, sont l'exercice justement de ces mises en tension entre différents objectifs, entre différentes échelles, entre différentes perspectives. Et de nouveau, l'objectif, c'est vraiment de mise en cohérence. Et donc, pour redonner un exemple typique, quand on a commencé l'exercice de SNBC marocaine, l'ambition politique de croissance économique était à un certain niveau, je ne me souviens plus exactement, mais à un niveau, mettons, 6%. Et puis, quand on regardait la réalité biophysique qui était nécessaire à l'atteinte de ces 6%, très vite, elle rentrait en conflit avec l'objectif de neutralité carbone. D'autant plus quand on se dit on ne s'autorise pas à des technologies non existantes. Donc on ne peut pas dire que dans 10 ans, on aura une technologie de carbone, de capture du carbone et de stockage. On dit on regarde juste ce qui existe actuellement. Éventuellement, on peut avoir un peu de changement, mais on n'a pas de breakthrough, enfin de nouvelles technologies qui n'existent pas. Et à partir du moment où on s'autorise uniquement cette réalité biophysique existante, eh bien, très vite, il y a une tension qui va émerger. Une croissance de 10% de l'agriculture au Maroc, elle n'est pas compatible avec une émission net zéro. Une stratégie net zéro, c'est pas possible. De la même manière, un développement du transport privé thermique n'est pas compatible avec ça. Et donc, cet exercice de mise en cohérence sectorielle et régionale, et là je vais en venir à l'exemple français dans 2 minutes, est extrêmement intéressante parce que ça force de réellement entrer dans du très concret, quoi, et en disant, OK, ben, pour la trajectoire nationale bas carbone, on va imaginer un développement, je sais pas moi, de l'hydrogène, le déploiement de transports publics électriques, etc., etc. Et puis, comme disait Eric, il y a une réalité biophysique à ça aussi, c'est-à-dire que pour avoir des infrastructures qui vont bien, eh bien, on va artificialiser autant le sol, on va importer du capital physique parce qu'il n'est pas produit au Maroc, etc., etc. Et donc, cet exercice de mise en cohérence, quantifié, alors incertaine, bien entendu, et c'est là où on peut travailler aussi sur la décision robuste, permet déjà de se mettre d'accord sur un langage commun. Et c'est pas suffisant, c'est imparfait, et je pense qu'on a le droit de le dire aussi. Et ça, c'est essentiel pour moi. On a le droit de dire qu'on est en incertitude et qu'on n'est pas parfait, mais que c'est une dynamique. C'est pas, l'objectif n'est pas d'être précis sur le long terme, c'est d'avoir une impulsion et ensuite d'avoir un processus itératif de raffinement. Et ça, c'est l'exemple que je voulais vous donner au niveau de la France. Là, hier, j'étais dans une conférence où il y a eu ils expliquaient le processus des COP régionales. Donc la France a une SNBC nationale qui a été élaborée par le Trésor et puis par d'autres institutions. Et puis, il y a une descente d'échelle où on regarde, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire pour les différentes régions? Et toutes les années, ces régions se retrouvent pour parler de comment est-ce qu'elles implémentent la SNBC au niveau local, très concret, et remontent éventuellement les incohérences qui ont pu être conçues au niveau de la SNBC. Et donc, il y a un processus itératif de travail national, régional ou local qui est essentiel parce qu'on ne peut pas avoir une approche top-down ou uniquement bottom-up. Il faut vraiment avoir cette interaction continue entre les deux et d'accepter que c'est itératif et que donc on ne peut pas être parfait dès le départ. Et je pense que vraiment, ça, c'est un truc extrêmement intéressant à ce niveau-là. Et un dernier point sur la décision optimisée versus robuste, et compte tenu du fait qu'on a une incertitude fondamentale, espérer avoir une optimisation économique est tout à fait illusoire. On ne sait pas quel va être le prix du pétrole dans 50 ans, même dans 10 ans, même dans 5 ans. On ne sait pas quelles vont être les nouvelles technologies. On ne sait pas l'évolution de la demande internationale sur la production d'éoliennes ou sur les véhicules thermiques et électriques. Et donc, il vaut mieux concevoir la politique publique comme étant une politique robuste qui atteint les objectifs plutôt que comme une politique qui optimise, qui va maximiser euh, un bien-être, souvent proxy par le PIB, par le PIB, ou quoi que ce soit d'autre. On est vraiment, et ça, je pense que c'est un changement de paradigme qui n'est pas encore atteint, hein, mais qui est en train d'émerger, d'accepter le fait qu'il vaut mieux atteindre l'objectif que de maximiser l'epsilon ou le delta qui est là. Et ça, je pense que vraiment, c'est quelque chose qui pourrait émerger, qu'il faut continuer à faire travailler. Et la dernière tension qui est assez intéressante, c'est la tension entre
mécanique économique et processus législatif. Et là, au Maroc, ce qui est assez intéressant, c'est que autour de la CNBC, ils ont créé une unité transministérielle qui a force de loi et qui est capable de mettre des lois de régulation ou des lois de finances, hein, que ça peut être un mécanisme de taxe carbone, ça peut être plein d'une série de lois différentes, et qui donc permet de faire évoluer l'aspect législatif au fur et à mesure que la SNBC se met en œuvre. Et donc, dans ce processus itératif, on peut de nouveau dire, ben voilà, on va faire évoluer parce qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas à atteindre cet objectif-là ou cet objectif-là. Et donc, je pense que là, il y a vraiment un travail intéressant, mais ça sous-entend qu'il y a une délégation du pouvoir. Et ça, c'est difficile aussi. On l'a vu, une des raisons pour laquelle il y a eu un certain inconfort par rapport à la Convention citoyenne pour le climat, c'est que cet exercice de délégation du pouvoir qui était prévu à la base n'a pas été réalisé après, ou en tout cas n'a pas été complètement réalisé, et que donc une partie des recommandations qui émergeaient de la Convention citoyenne pour le climat n'ont pas été intégrées dans l'espace législatif. Et donc, de nouveau, là, il y a une acceptation de la délégation du pouvoir qui est essentielle d'accepter que ce travail de gouvernance de la stratégie nationale bas carbone peut être source de législation qui pourrait être perçue comme étant pas acceptée par le pouvoir supérieur. Euh, ouais, ça c'est un peu un exemple. J'espère que c'était plus concret. Merci beaucoup Eric et Antoine. On voit bien toutes les manières dont, ces tensions mettent finalement les institutions, démocratiques à l'épreuve à différents niveaux. Ce que je propose, c'est de donner maintenant la parole à la salle. Peut-être que je vous provoquerai de nouveau tout à l'heure, mais je pense qu'il doit y avoir, des questions, peut-être des questions de compréhension, des questions de débat aussi certainement. Et ce que je propose, comme on est nombreux, et que je ne peux pas voir tout le monde sur Zoom en même temps, ce serait que vous vous inscriviez sur Zoom, que les personnes qui souhaitent la parole mettre simplement un petit message, «J'ai une question», voilà, sans poser la question par Zoom, mais juste pour organiser, l'ordre de parole. Voilà, donc le chat est ouvert pour prendre, les inscriptions, dans l'ordre où elles viendront et après, on distribue le micro. Voilà, n'hésitez pas, s'il y a des questions de compréhension, notamment sur les présentations qui, ont utilisé beaucoup de concepts propres à la discipline économique, ou sur des résultats, des questions plus larges de débat. Alors notre auditoire a l'air interdit, c'est peut-être parce que le propos est dense. On va attendre encore, voilà. Germana, je t'en prie, merci. Bonjour. Alors, pour commencer, merci beaucoup pour vos deux interventions et elles ont été toutes les deux extrêmement claires et passionnantes. Et j'ai une question, disons, de compréhension pour Antoine. Est-ce qu'on peut faire retour à les limites du modèle Meadows et au type de critiques qui lui sont adressées par les économistes? Parce que, disons, pour moi, en tant que philosophe, les critiques que je connais qui sont adressées au rapport Meadows, ça concerne fondamentalement leur approche populationniste et l'incapacité, disons, à, à penser, à modéliser le fait que la courbe de croissance démographique dans les pays du Sud ne correspond pas, en fait, en termes d'empreinte carbone à ceux qui arrivent dans les pays du Nord global. Et donc, si on peut faire retour un peu sur ce qui sont les points faibles du point de vue économique du rapport Meadows. Et pour Eric, j'avais une question plutôt, disons, de généalogie conceptuelle. Est-ce que la théorie du métabolisme social, elle est en quelque sorte redevable de la notion de rupture métabolique chez Marx? Et donc, est-ce qu'il y a des rapports avec l'école de la rupture métabolique et donc les penseurs éco-marxistes contemporains qui s'inspirent de ça, je pense, à Bellamy Foster ou Saito et tout un tas d'autres qui...
Merci Germana. Voilà, on va repasser la parole. Alors, ça peut être d'abord Antoine et ensuite Eric. Ouais. Je vais essayer de répondre, mais je pense que Eric aura aussi des éléments de réponse sur Meadows s'il a envie. Enfin, parce que je suis pas un expert voilà, de la critique économique. Mais en gros, suite au rapport Meadows, une série d'économistes. Donc là, il y a vraiment eu deux réponses, hein. Il y a eu une réponse du mainstream, on va dire. Nordhaus, Stiglitz, Solow. Enfin, ils sont plusieurs à prendre la plume pour dire, OK, super. Mais Meadows, il s'est trompé sur beaucoup d'aspects. Et en fait, ce qu'on lui reproche de manière générale, c'est un manque de réalisme. La critique est de dire, en fait, il n'a pas compris l'économie. Il n'a pas compris le principe de marché qui fait que les prix relatifs vont aller modérer les différentes tensions, les différentes contraintes qui pourraient émerger. Et le principe d'équilibre général, on va dire, qui fait que quand une tension émerge sur un secteur, mettons, je sais pas moi, tout d'un coup, il y a beaucoup de pollution et donc cette pollution amène à des morts, des choses comme ça. Le mécanisme de marché va internaliser ces réalités-là et va faire que on va avoir une substitution ou un changement technologique ou un mécanisme de prix qui va empêcher la réalisation de ces contraintes physiques. Et ce manque de réalisme, il se caractérise au niveau de trois grands principes que Eric a mentionné en partie dans sa présentation. Donc, le mécanisme de marché. Donc, fondamentalement, le prix relatif et le fait que le mécanisme de marché est autorégulateur. Les innovations technologiques. Et donc l'historique ricardienne, hein, quand on a une limite la réponse ricardienne à Malthus, quoi, hein, quand on a des rendements décroissants, tout d'un coup, le changement technologique permet de faire évoluer, de contrecarrer le fait que la Terre, au fur et à mesure qu'on utilise de nouvelles terres, elle diminue en productivité. Et donc, en fait, on va inventer la houe, et puis on va inventer le tracteur, et puis on va inventer. Donc, à chaque fois, au travers du capital physique, on peut compenser les pertes de productivité. Et troisième, c'est la substitution entre différents types de capital, hein. Donc, bien sûr, on aura moins de forêts, mais c'est pas grave parce qu'on aura plus de capital financier. Donc, c'est vraiment ça la grande critique. Ce qui est assez intéressant, c'est que la réponse à Meadows en disant, mais Meadows, il a quand même raison. On ne peut pas faire abstraction de la nature. Ça a été de rajouter donc dans les facteurs de production, donc dans une fonction de production économique, on dit pour produire des biens et services, il faut combiner du travail et du capital. Ce qu'on appelle le capital, donc c'est des machines, c'est de la technologie, etc. Eh bien, ils disent, OK, d'accord, on a entendu. Maintenant, pour produire des biens et services, il faut du capital, du travail et de la nature. D'accord? Et on rajoute un facteur n, mais qui est substituable. Et donc, comme il y a un facteur de substitution au-dessus, on peut réduire la nature à sa portion congrue. Tant qu'on n'a pas zéro de nature, ben, on peut continuer à produire, pour autant qu'il y ait une croissance de capital physique et de travail. Et donc, en fait, on est dans ce qu'on appelle la soutenabilité faible, quoi, hein. C'est vraiment cette idée de se dire, OK, d'accord, la nature, c'est important, mais c'est pas très grave, quoi. Elle est un des facteurs, et tant que le reste croît plus vite, eh bien, on peut détruire la nature parce que c'est pas grave et on pourra compenser les pertes de nature. Et c'est vraiment ça la réponse qui a été apportée à l'économie mainstream au rapport Meadows. Et puis, bien entendu, après, il y a tout le champ d'économie écologique, hein, qui émerge avec Herman Daly, avec Roger Stourogen, avec puis toute la pensée de la décroissance, etc. Donc là, il y a vraiment, alors c'est plutôt minoritaire, mais il y a quand même des écoles de pensée qui sont très actives et qui embrassent en partie le rapport Meadows et les conséquences que ça peut avoir. Un point intéressant que je voulais juste terminer là-dessus. Récemment, j'ai discuté avec une des personnes qui avait fait un travail de mise à jour du modèle Meadows et qui me disait, en fait, Meadows, il sert plus à rien maintenant. Meadows, on devrait arrêter de vouloir le mettre à jour et de faire de nouvelles prédictions parce que Meadows, il nous a permis, il y a 50 ans, d'anticiper ce qu'on est en train de vivre. Actuellement, on a plus intérêt à mettre en exergue les conséquences de notre dépassement des limites plutôt que de vouloir se projeter à 30 ou 40 ans, parce qu'on sait que ça va pas être drôle. Et en fait, les conséquences de ce dépassement des limites, on les observe déjà maintenant. Et donc, il voudrait le modèle Meadows n'est plus intéressant à mettre à jour. Par contre, c'est beaucoup plus intéressant de mettre à jour, de lister les conséquences biophysiques. Les exemples malheureux de Valence en octobre-novembre sont un des exemples de ce qu'on pourrait faire, quoi. Donc, plutôt passer du temps à mettre en exergue les conséquences biophysiques du dépassement des limites planétaires plutôt que de se projeter sur comment ça va être dans 30 ou 40 ans, parce que là, c'est très incertain et très hypothétique. Je peux peut-être, oui, deux mots sur Meadows, puis après ça, je vais parler de métabolisme social. Euh,
Ben, moi, je dirais les deux enjeux, les deux critiques qu'on peut faire à Meadows. Euh, la première, c'est que, et c'est pas une critique fondamentale, la première, c'est juste un constat. Meadows, la limite pour Meadows apparaît comme une source. Donc, c'est pas les limites de puits, euh, en particulier puits de carbone. Euh, donc là, il y a une première, et donc toute la réflexion de limite de la croissance, le bouquin est juste là, toute la réflexion tourne autour de la rareté des sources qu'on a besoin, en particulier les matériaux géologiques, pour faire tourner le capitalisme. Euh, on pense pas du tout à la saturation des puits, et ça, c'est pas une limite interne à Meadows, c'est une limite externe à Meadows. On n'a pas la théorie du système Terre. On n'a pas donc les sciences des systèmes Terre avec les cycles biogéochimiques, c'est très primitif à l'époque. On n'a pas cette compréhension. On a l'hypothèse Gaïa qui émerge, mais qui est très marginale. Alors, on n'a pas encore cette révolution dans notre compréhension de la Terre comme système auto-organisé par la vie à travers les cycles biogéochimiques. Ce qui change complètement la manière dont on comprend l'interaction société-nature. On a juste l'idée d'une source là, d'un genre de, de seau dans lequel on puise des éléments, puis à un moment donné, il va en manquer. Euh, Ça, c'est le plan du modèle. Après ça, des limites politiques. Le néo-malthusianisme des limites, donc de Meadows, a été critiqué. Leur modèle est un modèle qu'on appelle IPAT. Donc, je peux mettre là, ça dans le chat. Là, les lettres, c'est une petite équation. Donc, l'impact environnemental est fonction de 3 facteurs. Population, affluence, donc niveau de vie, et technologie, kit technologique. Ça, c'est le modèle à la base qui est inhérent à Meadows. Ce modèle-là a été critiqué par, entre autres, un sociologue que j'ai cité plus tôt dans la présentation, Schneeberg, qui, lui, a déconstruit chacune de ces variables en montrant que derrière population, il y a des classes sociales, il y a des inégalités nord-sud. Derrière la consommation qu'on voit de l'affluence, il y a des rapports de production de type capitaliste. Et derrière la technologie, bien, il y a la trajectoire d'investissement des grandes firmes. Donc, et lui a proposé un contre-modèle basé sur l'économie post-keynésienne et la théorie de la grande firme monopolistique. Donc, Meadows a été critiqué en disant ça mesure des choses, mais ça reconduit certains fétichismes en mettant en donnant trop de poids à ces variables un peu abstraites, population, je ne les ai pas rentrées dans le chat, population, affluence, technologie, plutôt que d'aller chercher les causes profondes de la croissance que sont l'investissement, la formation brute de capital fixe, puis le comportement monopolistique des grandes firmes. Mettons. Et les alliances de classe qui viennent avec ce type d'économie-là à travers un certain syndicalisme, une certaine manière de penser l'État. Donc ça a été les critiques formulées, mais ils ont été un peu oubliés. Les travaux de Schneeberg, malheureusement, je vais écrire son nom dans le chat parce que c'est pas évident, je le prononce à l'anglaise, là, mais c'est Alan Schneeberg, ont été assez oubliés, mais ça gagnerait c'est un sociologue de l'environnement, un des premiers. Alors, réponse rapide parce que j'ai pris beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a un lien? Oui et non. C'est-à-dire que la théorie du métabolisme social à Vienne s'est construite en même temps que les éco-marxistes renouvelaient ou découvraient, je dirais plutôt découvraient chez Marx une théorie du métabolisme social et de la rupture métabolique. La grande différence des trajectoires, c'est que la démarche des éco-marxistes, en particulier Bellamy Foster, mais Saito aussi, ça a été une démarche de marxologie, je dirais, c'est-à-dire de tenter de trouver dans le texte de Marx l'évidence d'une pensée écologique, d'une critique écologique du capitalisme, et de tenter de retracer les connaissances que Marx pouvait avoir des sciences naturelles de l'époque pour bâtir une critique écologique du capitalisme en montrant que finalement la théorie que Marx nous propose dans les 3 livres du Capital n'est pas incompatible avec l'écologie. C'est un peu ça la démarche. Le problème, selon moi, de cette démarche, c'est que tu restes, quand tu fais ça, prisonnier des sciences naturelles telles qu'elles existaient en 1850 ou 1890. Et donc, moi, je me suis, malgré le fait que si vous lisez mon ouvrage, on est dans un vocabulaire qui est quand même très néo-marxiste à certains égards, même si mon économie politique est plus post-keynésienne, mais j'ai préféré l'approche de Vienne parce que l'approche de Vienne se construit donc dans les années 80-90 en phase avec les sciences de l'environnement, en phase avec l'évolution de l'économie écologique, excusez-moi, en phase avec l'évolution des sciences de la Terre et en phase avec l'évolution des sciences écologiques contemporaines.
Et donc, pour moi, il y a une supériorité sur le plan analytique de l'approche de Vienne, parce qu'on n'est pas prisonnier du 19e siècle. Puis on n'est pas pris dans la répétition. Moi, ça vient lasser à un moment donné, là. Je trouve livre après livre où on nous fait les... Tu sais, il y a 8 citations finalement là, qu'on extrait du corpus de 3000 pages de Marx, puis on nous rabâche toujours ces 8 citations. Puis, et là, je vais dire quelque chose peut-être de controversé, mais moi je le maintiens sur le plan analytique. La critique écologique n'est pas quelque chose que Marx fait. Ça ne l'intéresse pas. La rupture métabolique, c'est un constat secondaire qu'il fait concernant l'évolution de l'agriculture. Il constate des limites écologiques qu'il prend à Liebig d'ailleurs, c'est quelque chose que Liebig avait déjà théorisé. Il reprend ça, c'est comme une note de bas de page qu'il rajoute à son raisonnement. Ce qui l'intéresse, c'est le rapport capital-travail, c'est la contradiction capital-travail. Et donc, et puis on le voit quand il analyse le capital fixe, quand il considère tout ce qu'on appelle le flux de matière chez lui, il appelle ça les produits anciens de la production, le charbon, quand il analyse le machinisme dans le capital, ce qui l'intéresse, c'est le principe de l'automate, mais ce qui fait que l'automate vit, ce qui fait que l'automate a une automaticité, qui est le flux de charbon, c'est complètement secondaire pour lui. Ça n'a pas vraiment d'incidence sur le plan de son raisonnement économique. Son raisonnement économique sur la nature reste ricardien. Fait que c'est pas, c'est ça, c'est pas. Fait que moi je trouve ça, en tout cas, je suis toujours, ouais, j'arrête là. Mais Merci beaucoup à tous les deux. Je crois que c'est extrêmement important de voir aussi comment l'économie écologique, effectivement, coévolue avec les sciences du vivant et environnementales. C'est quelque chose qui, ça mérite d'être souligné, est très rare en économie. Peut-être qu'on doit dire aussi pour voilà, le public non économiste qu'il existe des courants beaucoup plus limités, notamment de l'économie de l'environnement, qui va simplement euh, appliquer le paradigme, notamment des équilibres de marché, à des questions de pollution, d'épuisement des ressources, alors qu'ici, il y a vraiment un travail en profondeur des approches économiques par les autres sciences de l'environnement. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'inscription dans le chat. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole? je veux juste, Isabelle, juste sur la question de ce que tu viens de dire, là, juste pour donner un exemple un peu brutal. Euh, Ouais. on peut lire dans un manuel que je nommerai pas, anglophone, sur cette question de la substitution. Il y a une petite boîte en encadré qu'on trouve dans le manuel sur l'effondrement des pollinisateurs. Et là, le manuel nous explique que, ben, puisqu'on a substitution entre capital humain, capital technologique et capital naturel, il y a deux solutions qui se proposent à ce problème d'effondrement des pollinisateurs. Soit d'engager une main-d'œuvre qu'on arrive à payer pour remplacer les services écosystémiques des abeilles. Alors moi, quand je présente ça, je dis toujours, ben oui, c'est sûr qu'on peut engager les enfants mexicains et les envoyer dans les champs avec des petits pinceaux, ou dans les serres avec des petits pinceaux, ou miser sur les drones qui vont remplacer les pollinisateurs. C'est ce type de raisonnement-là auquel on est confronté quand on est dans le paradigme standard. C'est exactement ça qu'Antoine, je voulais donner un exemple un peu brutal. Là. Et c'est des technologies qu'on développe et c'est des pratiques de travail qui existent en Californie, par ailleurs. C'est pas quelque chose qui est inexistant. Et si je peux continuer tant qu'on est là, mais après je laisserai la parole à Gabriel, il y a aussi dans cette posture ou dans cette école de pensée l'impensé de la contrainte d'offre. C'est-à-dire que on est incapable de penser qu'est-ce qui se passe si réellement on ne peut pas produire quelque chose. Et donc ce qui est un exemple très très parlant, c'est lorsque la guerre en Ukraine émerge, il y a toute une question sur on est dépendant du gaz russe en Europe, quelles vont être les conséquences? Et alors, toutes les études ont parlé d'effondrement du PIB, de perte de production industrielle en Allemagne, etc., etc. Personne n'a parlé de l'inflation. Personne n'a parlé de l'inflation lorsque la crise ukrainienne émerge. Et ça, c'est parce que, en fait, le modèle économique mainstream ne pense pas
la contrainte d'offre, il est toujours possible de substituer l'un avec l'autre ou, et donc ce lien entre contrainte d'offre et inflation, il est tout à fait ignoré et donc c'est vraiment on sent vraiment que l'impensé, de la contrainte d'offre et de la limite, dans le modèle économique, mainstream, porte à des conséquences politiques très importantes, hein. Parce qu'une fois qu'on n'a pas pensé à l'inflation et que, on considère que l'inflation est toujours tirée par, un excès de demande et pas par une contrainte d'offre, ou bien on en vient à avoir des politiques européennes, notamment la Banque centrale européenne qui augmente les taux d'inflation, les taux d'intérêt et qui rajoute pire à la dynamique déjà enclenchée par l'inflation. Donc il y a vraiment, c'est très concret dans le quotidien, hein. C'est pas juste les écoles de pensée et puis des luttes de chapelle théoriques. Derrière, il y a des conséquences politiques et sociales très, très importantes qui peuvent en émerger. Merci. On a presque envie de dire qu'il faut être économiste mainstream pour s'imaginer qu'on peut substituer un facteur par l'autre. C'est presque une gymnastique de pensée pour quelqu'un qui est pas, formé ou déformé de cette manière. Gabriel, la parole est à vous pour votre question. Bonjour, vous m'entendez? Alors déjà, merci beaucoup à vous deux pour vos présentations. J'ai vraiment apprécié, je trouvais ça très intéressant. J'espère que ma question n'est pas trop hors sujet, donc je vais quand même la formuler. Mais euh, ma question, c'est la suivante. Si l'on suppose qu'une transition écologique dans un pays en particulier va engendrer une faible croissance économique, voire une décroissance, est-ce que, si le reste du monde à côté n'opère pas de transition écologique et continue à croître, est-ce que c'est une entrave, une grosse entrave pour le pays qui veut faire sa transition? Si oui, c'est pour quelle raison en particulier vous pensez ça et quelle solution est-ce que ce pays pourrait avoir? Donc, c'est une question à vous deux, hein, répondez comme vous voulez. Merci. Oh, Eric, je peux tenter, alors je vais plutôt parler des pays du Sud, mais je pense que la question se pose différemment dans les pays du Nord. Heu, alors, il y a plusieurs dynamiques et plusieurs raisons pour lesquelles ça peut être difficile, mais aussi des raisons pour lesquelles ça peut être possible. Fondamentalement, je l'expliquais avec l'exemple colombien, une plus faible croissance économique peut être perçue par les marchés financiers internationaux comme étant une faiblesse. Et donc, dans ces cas-là, comme les marchés financiers décident d'allouer du capital financier dans les différents pays, avec des conséquences pas uniquement financières, mais aussi en termes de taux de change et en termes de capacité à importer, etc., de la monnaie, comme on est dans un système en fait hiérarchique de monnaie où on a le dollar tout en haut et puis l'euro, le yen, le renminbi, enfin donc toute une série de monnaies qui sont plus ou moins fortes. Quand on est un pays du Sud, prenons, je sais pas moi, le Rwanda, si j'ai une faible croissance, je vais être perçu comme étant faible ou d'un point de vue économique, et donc il va y avoir une réallocation des flux financiers internationaux, qui peuvent amener des conséquences très concrètes, pas parce qu'il y a moins de flux financiers, mais aussi parce que le taux de change se déprécie, et comme je dois importer une série de biens qui viennent des économies développées, eh bien, ça va me coûter de plus en plus cher. Et donc, ça veut dire, ben, par exemple, moins de matériel médical. Ça veut dire moins de matériel informatique pour la gestion du parc électrique, etc., etc. Donc, c'est des conséquences très concrètes, hein. C'est pas juste une théorie. C'est pas grave si on a un taux de change qui est faible. Donc ça c'est une des conséquences qui pourra avoir lieu. Euh, par ailleurs, dans les pays, du Sud, il y a, un besoin de développement. Alors c'est je parle de développement et pas de développement économique, mais un besoin de développement, de construction d'infrastructures, de développement, d'une série de biens et services, qui sont directement importants et qui peuvent nécessiter, alors c'est pas nécessairement, c'est attention, là, ça va générer de la croissance. C'est pas nécessairement que la croissance est nécessaire pour développer les infrastructures, c'est dans l'autre sens que ça va, hein, et donc c'est très important de bien se rendre compte que, c'est Szyminski qui disait ça. Une économie de plein emploi sera forcément en croissance. Une économie en croissance n'est pas certainement en plein emploi. Et donc, avoir un développement, mettons, socio-économique,
a de fortes chances de créer de la croissance économique. Mais là, c'est une autre question. C'est-à-dire que on pourrait, si l'émergence du développement socio-économique amène à une faible croissance, c'est moins grave que de dire je veux une décroissance et donc j'ai des conséquences de développement. Mais ça, c'est un peu, c'est un peu ce que Eric disait, hein, c'est-à-dire qu'il faut. La différence entre décroissance et post-croissance, c'est de se dire, on pourrait caractériser, c'est un peu caricatural, hein, la décroissance, c'est il faut une décroissance, la post-croissance, c'est on s'en fout de la croissance ou c'est une résultante. Et dans ce cas-là, à ce moment-là, ben oui, s'il n'y a pas de croissance parce que il n'y a pas de génération de valeur ajoutée plus importante, bon, ben, très bien. Un troisième point qui est important là-dedans, c'est au final, la valeur ajoutée et le PIB, c'est une norme comptable. Et c'est une norme comptable qui a tendance à favoriser le volume sur la qualité. Et donc, le fait qu'on ait une décroissance au sens économique du terme ne veut pas dire qu'on a une plus faible, un plus faible bien-être. Et donc là, il y a vraiment une question importante de réfléchir à quelle valeur on donne aux choses, parce que la croissance économique, elle vient de ça. Elle vient d'une norme comptable qui détermine la valeur des choses. Pour vous donner un exemple très concret, pendant la crise Covid, les professeurs ne sont pas allés donner cours devant les étudiants. On est d'accord? Dans les normes comptables du PIB, la valeur ajoutée générée par les professeurs dans un pays, elle est égale à leur salaire. Et la France et l'Allemagne ont eu deux normes comptables différentes. La France a estimé les professeurs ne donnent pas cours, donc je diminue la valeur ajoutée générée par les professeurs. L'Allemagne n'a pas fait ça. Elle a dit, bah, c'est pas vrai parce qu'il y a du cours à distance et puis machin, etc. Et donc, on va pas changer ça. Et donc, le PIB français a descendu plus pendant la crise Covid que le PIB allemand parce qu'il y a une norme comptable différente. Et donc, vous voyez que la valeur des choses et la norme comptable qui détermine la valeur des choses et donc la croissance économique, elle est un peu, enfin, elle est fictive, quoi. C'est une norme. De la même manière, Eurostat de déterminer est-ce qu'un investissement est public ou est-ce que c'est enfin, il y a une série de choix comptables qui donnent une conséquence sur la valeur et la croissance économique. Et donc, on peut tout à fait imaginer, on pourrait imaginer un système qui est en décroissance d'un point de vue biophysique, mais parce qu'il y a un changement de valeur et une redistribution de la valeur ajoutée, amène à une croissance économique. Pas sur le long terme, mais en tout cas en transition, on pourrait le faire. Sur le très long terme, il y a un moment ou un autre, de toute façon, il y a des limites planétaires, hein. Mais donc voilà, donc il y a aussi une question de répartition de la valeur et de définition de ce que c'est que la valeur qui est importante dans cette question-là. Je n'ai pas répondu tout à fait, mais j'espère qu'il y a des éléments de réponse là-dedans. Et puis, oui, tout à fait, la norme est fictive, mais elle est utilisée et performative. Et donc c'est important de la discuter et de la remettre dans le débat public, hein. Ce que je pourrais rajouter, c'est que c'est une très vieille question, question on pourrait le faire monter à Samir Amin et les débats sur la déconnexion. On le dit entre nous, l'expression qu'on utilise, c'est la décroissance dans un seul pays, en référence à une certaine présentation de socialisme dans le temps. Je dirais qu'il y a des enjeux, moi je dirais des enjeux proprement économiques, puis il y a des enjeux proprement, plutôt culturels et sociaux. Mais avant, juste pour s'entendre sur ce dont on parle d'une décroissance de l'économie biophysique, de l'aspect biophysique de l'économie, certainement. On pense d'une après-croissance de l'économie monétaire de production, c'est-à-dire agnostique, parce qu'on ne cherche pas une croissance, c'est un effet, c'est pas un objectif, d'un ensemble de décisions économiques qui mènent à une transformation profonde de la matérialité de l'économie. Et, dernier aspect, tout cela implique de désamorcer le motif d'accumulation et donc de déconstruire ce qu'on appelle la norme de surconsommation adossée à la norme de surproduction. Donc ça, c'est le portrait qu'on a. Après ça, c'est quoi les enjeux économiques? Ben, les enjeux économiques, je dirais un des plus importants, c'est le fait que, si je prends le cas du Québec par exemple, c'est le degré d'extraversion de l'économie. Prenez les importations, additionnez aux exportations, puis divisez ça par la demande intérieure finale, puis vous obtenez un chiffre qui vous donne un indicateur de la dépendance externe de l'économie du On ne fait pas ça d'habitude, on soustrait les importations, on soustrait
plus une soustraction, puis on arrive avec un ratio net de balance commerciale, mais ça ne nous donne pas l'idée de la dépendance. Donc, dépendance, on l'obtient par cette opération-là, et là, on se dit, OK, c'est cette extraction de ces chaînes de production et de distribution de valeur qui est vraiment un enjeu fondamental. Comment opérer ça? Sachant qu'on ne peut pas tout produire dans un seul pays, donc sachant qu'il va rester des choses qui sont essentielles à une société même post-croissante, qui vont devoir faire l'objet d'une production régionale, continentale ou internationale, et qui va avoir évidemment des échanges. Donc ça, c'est je pense, un défi proprement économique. Après ça, sur le plan culturel, ben c'est est-ce que ta société elle a la force culturelle pour vivre un écart progressif et visible et su et connu de niveau de vie, de conception de c'est quoi une vie bonne, à mesure que cette trajectoire autonome de la société décroissante s'affirme, il y a un hiatus qui va apparaître. Je veux dire, regardez juste ce qui s'est passé entre les deux Allemagnes pendant le 20e siècle. Donc ça va devenir de plus en plus un fossé. Et comment une société gère ce fossé, ce hiatus-là? Ça, pour moi, ça va être... c'est ce qui est... ouais, ça serait les deux défis. Donc, j'ai pas de réponse, mais je souligne les enjeux que moi je vois. À tous les Merci deux, il y a beaucoup. une Merci. question qui est posée, pardon. Donc, il y a une question qui a été posée dans le chat par le comité de résolution des conflits, pardon, au sujet des comptabilités environnementales multicapitaux, naturels, sociaux et financiers du type méthode CARE. Est-ce que vous avez un avis, Antoine? Oui, oui. Donc, la méthode CARE, c'est une méthodologie qui permet de comptabiliser les impacts environnementaux au niveau entreprise. Et donc de création d'une certaine dette écologique de l'entreprise et qui permet ensuite de mettre en balance l'objectif de rentabilité économique de l'entreprise. En disant si mon activité économique génère une dette écologique, j'ai le droit de changer mon processus et de réduire ma rentabilité économique parce que je réduis ma dette écologique. C'est en deux lignes, hein. C'est Alexandre Rambaud et la chaire de comptabilité écologique qui développe ça à Paris. C'est extrêmement intéressant parce que ça permet justement de mettre en balance des objectifs, on va dire, socio-écologiques et des objectifs de rentabilité économique et donc de rendre compte aussi au niveau de l'actionnariat, etc. Et voilà, et les capitaux financiers naturels ne sont pas convertibles. On ne peut pas transformer l'impact, le capital naturel qui est endommagé par du capital financier. Et donc, c'est vraiment une mise en exergue de la non-substitution entre les deux. Et donc, ça, c'est extrêmement intéressant parce que voilà, ça permet aussi de rendre compte au niveau des actionnariats et de le faire. Donc, moi, je pense que c'est extrêmement utile. De manière générale, et si j'étends cette question de comptabilité environnementale multicapitaux, ce qu'il faut vraiment éviter de faire, c'est d'essayer d'en sortir un indicateur unique à la fin. Parce qu'à partir du moment où on essaye de mettre un indicateur unique à la fin, on va mettre des poids qui peuvent être plus ou moins explicites entre les différentes formes de mesure d'un capital par rapport à un autre. Et donc, en fait, que ce soit monétisé ou pas monétisé, au final, on agrège et alors on perd cette non-substitution, cette criticalité entre différents types de capital. Et donc, mais c'est compliqué parce que en même temps, pour un décideur politique, par exemple, il a besoin d'avoir un indicateur. C'est compliqué d'avoir plusieurs indicateurs parce que ça force à une pensée complexe et un discours complexe qui n'est pas nécessairement valorisé dans les médias ou dans le discours politique. Et donc, il y a une tension là entre les deux. Nous, l'approche qu'on essaie de développer au niveau de l'AFD, c'est toujours de mettre le multidimensionnel, de d'abord expliciter les différentes formes et alors aussi une multiplicité des indicateurs pour mesurer la même chose. Parce que, notamment au niveau écologique, on a une difficulté de caractériser la biodiversité. Alors, bien sûr, même on peut la descendre, mais c'est très important. Et ça, c'est de se dire, on a plusieurs indicateurs qui mesurent la même chose, parce qu'en fait, la nature même de ce qu'on veut mesurer est protéiforme. Et donc, on a besoin de différents indicateurs pour mesurer la même chose.
Et puis après, on a besoin de différents indicateurs pour mesurer différentes choses qui sont interconnectées, quoi. Et donc, bon, alors c'est vrai que quand je dis ça, j'ai perdu tout le monde directement en 3 secondes, quoi, parce qu'effectivement, on est vraiment dans des espèces d'immenses dashboards avec plein d'indicateurs, et cetera. Et donc, il y a un besoin de simplifier en même temps. Et donc, voilà, c'est une tension permanente. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, a priori, commencer par présenter les choses de manière complexe et au fur et à mesure, éventuellement, redescendre après, ça permet d'éviter les écueils de la monétisation et puis de la pondération de différents indicateurs qui masquent complètement et qui imposent une certaine substitution entre les différentes choses. Mais c'est difficile, hein. Par exemple, quand on veut parler de biodiversité, est-ce qu'on peut mettre un prix sur la biodiversité? Les indicateurs, les économistes sont très tentés de le faire, hein, parce qu'alors on met un prix sur la biodiversité et pouf, on va régler le problème de la biodiversité. Ben, je peux renchérir, mais peut-être avec un regard peut-être plus critique. Moi, d'un côté, oui, c'est tentant d'avoir cette triple comptabilité. Et avec le principe de non-substitution, on a quand même une version forte de ce principe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas donc compenser. De l'autre côté, moi, pour la recherche, je me questionne, et vraiment c'est une question, là, sur cette extension du concept de capital. Le concept de capital ici qu'on a extensionné, qu'on a appliqué à la nature et à la société, c'est le concept de capital des approches néoclassiques. Pas du tout l'approche cambridgienne, post-keynésienne. Moi, je viens de cet univers-là, donc pour moi, l'expression même de capital social ou naturel n'a pas de sens dans mon vocabulaire économique. Ça n'a pas de sens, point. Parce que c'est ça. Ça relève pas ça découle pas d'un investissement, il n'y a pas de formation brute de capital fixe d'écosystème. Donc pour moi, c'est ça. Il y a une espèce de... Et je me demande, et je me questionne toujours sur cette extension du concept. Qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne cette idée que c'est comme du capital quelque chose. Donc, je pense aussi au modèle de Georges Kurogan, où lui n'utilise pas l'expression capital, mais il va parler de fonds pour dire la même chose. Un fonds, c'est ce qui permet, donc stock, flux, fonds. Donc, les fonds sont les choses qui génèrent, qui sont générateurs, qui n'ont pas juste produits, c'est pas des produits, c'est des choses qui génèrent. Mais encore là, c'est ça. Ça me trouble toujours. On gagne, oui, la compatibilité dans un langage commun qui permet des comparaisons, mais je pense, on perd de ce qui est spécifique à une approche critique par rapport au capitalisme, qui est de comprendre cette logique du capital comme étant une logique proprement sociale. Ça, c'est une première observation. Deuxième observation, alors là, je plonge plus dans ce que tu viens de dire, Antoine, c'est par rapport au langage. Il y a vraiment des gros débats en économie écologique sur est-ce qu'on doit viser le langage monétaire qui permet justement l'analyse de coût-bénéfice, qui permet donc, ou est-ce qu'on doit continuer à travailler dans un contexte de pluralité de langage, sachant que la valeur, et c'est un débat qui se fait à l'IPBES en ce moment, quand on regarde le rapport sur la valorisation, justement, a mis de l'avant l'importance de reconnaître la pluralité des langages et de passer à des dispositifs de négociation, de décision collective capables de travailler avec une pluralité de langues plutôt que de ramener ça à 2 chiffres puis à une colonne. Puis finalement, peut-être une mise en garde double par rapport à cette question-là. Il y a, premièrement, dans les modèles qu'on a pour mettre des prix sur la nature, les modèles et les méthodes comportent beaucoup de faiblesses. Vraiment, là, c'est pas des modèles qui sont très robustes sur le plan strictement économique. Et après ça, quand on les fait examiner par des biologistes, par des écologues, alors là, c'est encore plus... ça apparaît encore plus mou et encore moins robuste et moins rigoureux. Donc, c'est tout le paradoxe. On nous présente un chiffre et devant le chiffre, on dit ah ben, ok, c'est une réalité, mais en fait, non, c'est très mou ce que ce chiffre-là représente. Deuxièmement, il y a une immense industrie de consultants, d'actuaires, de firmes comptables qui n'attendent que le signal pour nous en vendre des indicateurs, puis pour proposer aux entreprises. Ça va être une grosse business. Et donc, il faut s'en méfier d'autant plus.
Je pense de ce côté-là, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel de dépolitisation et de perte de contrôle du procédé, puis de normalisation par les firmes comptables de ce processus-là. Voilà. Oui, merci beaucoup. Comme toujours, hein, derrière les indicateurs se cachent des enjeux extrêmement politiques, hein. Ah, pardon, il y a encore des questions. Alors, on va donner la parole à Théo. Alors, je vais peut-être lire les questions, mais en fait, n'hésitez pas à simplement vous inscrire dans le chat et ensuite à poser vos questions à l'oral. Je ne sais pas si Théo, vous voulez la poser. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, effectivement, en fait, c'est deux questions qui sont en fait un peu mêlées, mais peut-être qui se répondent différemment, enfin, pas ensemble. Ce serait comment expliquer le peu de visibilité des économistes hétérodoxes au sein des grandes institutions internationales et des gouvernements, surtout des pays du Nord. Je pense notamment à les travaux des chercheurs et des chercheuses de l'Université autonome de Barcelone. Là où justement les économistes orthodoxes, donc majoritairement néolibéraux, ils ont davantage pignon sur rue sur les marchés dans ces gouvernements-là, parce qu'ils répondent en fait finalement à ce que les gouvernements et les grandes entreprises veulent entendre. Donc en d'autres termes, comment faire ressortir l'intérêt collectif, que ça devienne quelque chose dans le débat public, qui primerait sur l'intérêt personnel, car aujourd'hui l'accumulation des richesses, elle est valorisée, elle est davantage valorisée que l'intérêt collectif et le partage des richesses socialement. Donc ça, c'est une première question. Et la deuxième question qui est liée, et pour faire la jonction, j'imagine que cette transition écologique, sociale et juste, elle doit susciter une révolution, entre guillemets, culturelle. Et là où la sémantique aujourd'hui de l'écologie, on entend beaucoup écologie punitive, comment on pourrait passer de la punition à la joie et la convivialité? Ou en d'autres termes, comment valoriser ces modes de vie axés sur la solidarité et que ça devienne économiquement viable de pouvoir partager ces richesses avec les autres pour un monde plus social et juste. Donc c'est un peu compliqué comme question, mais c'est des questions qui traversent un peu mes recherches et qui sont actuelles dans ma tête. Merci beaucoup. Ce sera sans doute la question de la fin. Je peux Voilà. peut-être dire un petit mot, puis après ça, laisser Antoine. La première question, aïe, 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 c'est la question des approches hétérodoxes depuis un demi-siècle, hein. On est pris dans ce problème-là. Je dirais une chose rapidement. Moi, un aspect positif, c'est les grandes avancées que les approches hétérodoxes ont pu faire au GIEC. Dans le dernier rapport, les néoclassiques ont été un peu tassés de certains chapitres, pas de tous les chapitres, ils sont restés dans le chapitre énergie, mais le chapitre sur la demande, déjà qu'il y a un chapitre sur la réduction de la demande, c'est une grande victoire des hétérodoxes, et la manière dont ce chapitre-là a été construit, présenté, on voit que les hétérodoxes ont été écoutés. Dans le rapport sur l'adaptation du groupe 2 également, on a des approches hétérodoxes qui ont pu être... Donc on voit qu'il y a au GIEC au moins, probablement parce que, entre autres, les approches néoclassiques sont de moins en moins productrices de savoir pertinent. Ils sont incapables vraiment de donner des résultats intéressants, probants, et donc on se tourne vers des approches nouvelles de type biophysique. À l'IPBES, donc l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, pour ceux qui ne connaissent pas, IBES qu'on dit, écrit dans le chat, là, si vous voulez, IBES, on a le même phénomène. C'est très intéressant de voir en parallèle au mois de décembre que l'IBES sort un assessment sur les théories de la transformation socio-écologique et en même temps sort un assessment sur comment le monde des affaires peut contribuer à transformer la lutte contre la biodiversité. Et ces deux assessments sont vraiment aux antipodes là, sur le plan du contenu. Et dans celle sur la transformation, la recherche hétérodoxe, elle est au cœur des analyses et des recommandations. Donc là, moi, je vois du bien. Je pense qu'à l'ADEME en France, les approches hétérodoxes, on doit citer. Au niveau des banques centrales, il y a quand même une certaine ouverture aussi. Le monde des assurances, de plus en plus, s'est dit, on n'a rien à apprendre des néoclassiques, on va se tourner vers les économistes écologiques qui ont au moins quelque chose à dire de pertinent. Donc, je pense que, en tout cas, je reste relativement, modérément optimiste. Modérément. Finalement, sur la deuxième question, oui. C'est le défi, en fait, comment présenter la question des limites
comme une émancipation, comme une manière de développer son autonomie, sa solidarité. Dans la pensée de l'Antiquité, c'était central. Être autonome, c'était savoir s'auto-limiter. C'est au cœur des réflexions d'Aristote, c'est au cœur de l'autolimitation, c'est quelque chose qui... la modernité a opposé limite et émancipation. Je pense aux travaux de Pierre Charbonnier, à ses réflexions. Il y a plein de philosophes qui se posent ces questions-là. Mon collègue et ami Jean-Baptiste Villebrod, on est plein, je pense, à réfléchir ça. C'est une question, je pense, sociale et culturelle. Et laissons ça aux philosophes, je pense. C'est eux qui sont les mieux, mais les sociologues aussi peuvent nous en apprendre beaucoup. Mais je pense que c'est effectivement le chemin à prendre. Puis j'arrêterai là. Je laisserai. Merci Eric. Quelques éléments de complément sur le manque de visibilité. Pour avoir pratiqué certains gouvernements et certaines institutions financières, il y a une recherche de validation académique dans le choix des instruments mobilisés, de la théorie mobilisée. Et il ne faut pas se voiler la face, le, le mainstream domine au niveau académique. J'ai appris récemment qu'il y avait des universités où on ne lisait que le top 5, les 5 plus grands journaux académiques, ce qui peut amener à avoir des articles dans ce top 5, donc les 5 plus grands journaux économiques. La création d'un champ, là, cet été, il y a un article qui crée le champ de la biodiversité et de la macroéconomie. Alors que ça fait, même dans le mainstream, hein, sur les économies de l'environnement, ça fait 50 ans que ça existe, mais comme on ne lit que les top 5, et bien voilà. Et donc il y a une espèce d'auto-validation et d'auto-renforcement là. Ceci dit, je suis assez d'accord avec les quelques éléments intéressants d'Eric hein, sur certaines victoires. Je pense que ça c'est vrai. Et la question de la pertinence des questions, des réponses apportées aux questions, c'est le cas. Et donc c'est vrai que j'ai pu avoir des discussions où il y avait une critique très clair du mainstream en disant mais ça ne m'intéresse pas. Mais en même temps, dans une logique de signaling, il faut garder tel ou tel modèle parce que ça fait partie de l'apparatus et notamment ça se voit dans les banques centrales. Hein. Il faut avoir un modèle de type DSGE parce que tout le monde en a un et que si on n'en a pas, ben, on n'est pas crédible. Et puis surtout, il ne faut pas oublier qu'il y a une énorme résilience du mainstream. Et que donc, mon directeur de thèse me disait toujours, le mainstream, c'est un mur de gomme. Tout ce que tu lui lances va te revenir aussi vite à la tête. Et je pense que c'est assez vrai. La critique qu'on peut faire, elle revient. Il y a beaucoup de façons d'éviter la critique et de répondre à la critique qui sont parfois à la limite de la malhonnêteté intellectuelle, mais elles sont là. Et donc, c'est vrai que c'est quand même difficile à abattre. Voilà. Sur la révolution culturelle, je plus vois ce que Eric a dit. Un point important qui est parfois oublié, c'est le rôle des institutions dans l'émergence de cette révolution individuelle enfin, ou en tout cas personnelle de changement de valeur. Et pour l'avoir vécu moi aussi, hein, on se rend compte que quand on doit avoir un mode de comportement un peu différent, très vite les institutions nous rappellent à l'ordre. Et là, c'est intéressant de lire par exemple ce que Carlota Pérez peut nous dire sur les révolutions industrielles et comment la crise économique qui émerge d'une révolution industrielle permet une recomposition institutionnelle. Pour faire très très rapidement, elle montre que quand il y a une révolution industrielle, le mode de production n'est plus adapté aux institutions et que les institutions, parce qu'il y a une crise économique qui émerge qui est liée à une crise financière, les institutions peuvent se recomposer. Et le rôle de la crise dans la recomposition institutionnelle est intéressant. Et donc, cette révolution culturelle dont Théo parle, elle va aussi amener à une crise institutionnelle qui va permettre une recomposition. Et donc, c'est là que c'est intéressant. Il y a vraiment une espèce de miroir entre la dynamique individuelle ou personnelle et la dynamique institutionnelle. Et cette relation entre les deux, elle est fondamentale. Et donc, voilà, c'est une petite source d'espoir, c'est que s'il y a une crise climatique qui émerge, peut-être qu'on pourra avoir une recomposition institutionnelle. Merci beaucoup à tous les deux pour ces mots qui résonnent particulièrement dans le contexte et français et des élections américaines, enfin, des États-Unis. Je ne sais pas s'il y a une toute dernière petite question. Alors moi, j'en aurais eu beaucoup d'autres, mais ça nous mènerait bien trop loin. S'il n'y a plus de questions, on va remercier chaleureusement nos intervenants. C'était passionnant, extrêmement riche. Vous nous avez permis à la fois
d'aller au cœur de la discipline économique et puis de faire des liens dont on perçoit toute l'importance et la richesse avec de multiples aspects des questions environnementales à différentes échelles. Merci beaucoup à tous les deux et merci à Germana et Jessica également pour l'organisation de la séance.